Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans ce Café Philo. On a l'immense honneur d'accueillir Aurélien Barraud au bain des Baquis. Salut Aurélien. Bonjour. Bienvenue. Donc aujourd'hui avec toi, nous allons discuter, enfin parler des grands défis du 21e siècle. Tout un programme, hein, à l'ombre des platanes des bains des Baquis. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, Aurélien ? Je suis Aurélien. Voilà, je fais un peu d'astrophysique. Je travaille sur les trous noirs, la gravitation quantique, l'origine de l'univers. Et puis je m'intéresse un petit peu à la philosophie, à la poésie. Et puis depuis une année, pour une raison contingente, dont je ne connais même pas vraiment moi-même l'origine, je me suis aussi impliqué dans la lutte écologique, qui est importante pour moi depuis très longtemps, mais que j'ai médiatisée en quelque sorte depuis peu. Et je suis déjà sur le retrait, donc ça aurait été météoritique. Voilà. On va donc commencer par l'aspect météoritique, comme tu dis si bien. En 2018, tu as lancé un appel dans le journal Le Monde qui a été co-signé par 200 personnalités pour alerter sur l'urgence de notre situation en matière d'écologie. Parallèlement, tu as aussi écrit Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, que tu décris comme un geste de la dernière chance. Est-ce que tu pourrais nous parler des raisons qui ont motivé ou qui étaient derrière à la fois ce livre et puis à la fois cet appel, et ainsi que les différentes actions relatives à ces deux derniers, et puis voilà, les échos que tu as eus? La fin de la vie sur Terre, ça ne devrait pas être un détail pour un vivant. Voilà. Donc, en fait, ce qui est compliqué, c'est pas de donner des raisons pour le faire, c'est de donner des raisons pour ne pas le faire. Alors, la fin de la vie sur Terre, c'est un peu exagéré, parce que sans aucun doute, d'une manière ou d'une autre, la vie perdurera. Peut-être même d'ailleurs que l'humanité perdurera, mais ce qui est tout à fait certain, c'est qu'un nombre incalculable de morts auront lieu, et c'est d'autant plus certain que ça s'est déjà passé, puisque dans les 40 dernières années, on a perdu, grosso modo, les 2/3 des populations d'animaux sauvages. Donc, on est en train de voir quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de notre planète. C'est-à-dire qu'une espèce décide et parvienne à elle seule à mettre une grande partie des autres dans une situation de risque critique, c'est vraisemblablement, en 4 milliards d'années d'évolution patiente de la vie sur Terre, une situation qui est littéralement sans précédent. Et j'avoue qu'elle n'est pas particulièrement excitante, parce que si on se demande ce qu'un archéologue du futur, peut-être un scorpion ou une araignée archéologue, dans 100 millions d'années, verra comme trace de l'humanité, eh bien la seule empreinte que nous aurons laissée, c'est une chute drastique et quasi instantanée de la vie sur Terre, qui pourra effectivement être décelée dans les fossiles. Voilà donc comment nous sommes en train de nous signer pour la grande histoire. Et c'est un peu, dans ce que j'entends, quand tu dis que ne pas considérer l'écologie comme la priorité majeure dans ces temps relève du crime contre l'avenir. C'est un peu dans cette idée-là que tu le dis. En fait, c'est assez incroyable, parce que les économistes et chefs d'entreprise, qui peuvent par ailleurs être des gens tout à fait charmants d'ailleurs, en costume cravate, qui s'évertuent aujourd'hui à faire perdurer le statu quo et à nous emmener dans un immobilisme mortifère, ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas un détail, c'est pas quelque chose à la marge sur lequel on peut discuter tranquillement autour d'un café. Là, c'est littéralement l'analogie d'un astéroïde qui est en train d'arriver sur nous, et des gens se demandent, est-ce qu'il faudra mieux le dévier ou pas? Si on a plus que 3 neurones qui fonctionnent en même temps, la réponse est assez claire quand même. Et on se rend compte que l'importance, à la fois l'imminence et l'immensité de la crise dans laquelle nous sommes déjà entrés, mais qui va bien évidemment se décupler dans les années à venir, n'a pas encore véritablement diffusé dans la société. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est dérisoire. Parce qu'écrire un bouquin, il y a toutes les chances que ça ne serve à rien. Là, ce soir, c'est magnifique. Voilà, le lac Léman est beau, vous êtes beau, l'air devient frais, donc tout est beau. Mais en même temps, si vous êtes là, c'est que vous êtes probablement déjà convaincu. Et donc, ce qu'on fait ne sert à rien. Mais on peut le dire pratiquement quoi qu'on fasse, en réalité. Voilà. Et donc, moi personnellement, je me vois mal sortir la calache de mon sac, quoi. D'ailleurs, j'en ai pas dans mon sac, donc je pourrais pas la sortir. Et donc, tout ce que je sais faire, c'est écrire des bouquins. Mais c'est dérisoire. Et j'en suis conscient. Mais alors, concrètement, c'est dérisoire, ça sert à rien, peut-être ou pas, mais on fait quoi alors?
Le pire, quand même, c'est de ne pas essayer. Moi, je crois que quand on a un ami, un amant, une amante, un enfant, un parent, enfin quelqu'un à qui on tient, qui est malade, qui vient de se faire renverser par une voiture, peut-être, qui est en crise d'hémorragie, on n'a peut-être pas beaucoup de chance de le sauver, mais enfin, on court, quoi. On va à l'hôpital. C'est une sorte d'instinct, quand même, fondamental du vivant, que d'essayer de faire perdurer ce qui demeure encore. Bon, le fait est qu'on est là ce soir, donc quelque chose demeure encore. Il faut quand même avoir conscience que ce qui demeure est déjà une petite partie. On a perdu, je le disais, l'essentiel des populations d'animaux sauvages. C'est vrai aussi pour une grande partie des populations de poissons. C'est vrai pour les forêts. C'est vrai pour les insectes. C'est vrai pour les oiseaux. Donc le fait est que nous avons déjà perdu l'essentiel. Pas en termes d'espèces, mais en termes d'individus. Ce qui, pour moi, est le prisme le plus important et le plus intéressant. Et donc dans cette situation-là, le pire, c'est de ne rien faire. Alors l'action, ça je pense qu'on va en parler peut-être tout au long du débat, elle peut prendre beaucoup de formes. Mais le plus important, le plus urgent, le plus révolutionnaire et le plus radical, c'est de penser. C'est de se rendre compte de l'extraordinaire contingence du monde dans lequel on est. C'est-à-dire que nos dirigeants, pas tous, mais la plupart, veulent nous faire croire que ce qui est ne pourrait pas être autre. Et ça, c'est absolument faux. L'immense majorité des règles qui nous régissent, pour certaines très bonnes d'ailleurs, pour d'autres catastrophiques, pourraient être différentes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous savons que nous allons au suicide. Et donc, ne pas même réfléchir sur les règles, c'est ça, le crime contre l'avenir. Tu as fait l'analogie entre l'amant, l'amante qui est mourante et qu'on amène rapidement à l'hôpital. Comment expliquer que notre amant ou notre amante qui est la vie sur Terre, finalement, la plupart d'entre nous, on fait rien. On la regarde mourir tranquillement sans rien faire. Oui, alors la première raison, c'est que dans la ville de Genève, ou chez moi, à Grenoble, on ne s'en rend pas vraiment compte. De toute façon, on a déjà tellement expulsé tous les vivants non humains que leur disparition ne change pratiquement rien à notre quotidien. Donc on s'est tellement déjà arrangé pour se couper du reste du vivant que la périclitation du reste du vivant ne nous apparaît pas de façon flagrante. De toute façon, les oiseaux, il n'y en a presque plus. Là d'où je suis, là, je lève les yeux, j'en vois zéro. J'en vois exactement zéro. J'en ai vu un. Non, c'est vrai. Alors, il y a sans doute quelques canards là dans le lac, mais de toute façon, on parle de choses rares. Les non-humains sont rares pour nous, donc leur disparition ne nous apparaît pas. Les conséquences pour l'humanité sont déjà très présentes à l'échelle mondiale. On en reparlera, les pandémies sont probablement une des conséquences indirectes de la catastrophe anthropique, mais on voit l'espérance de vie qui diminue aujourd'hui dans de nombreux pays, on voit l'accès à l'eau qui devient difficile, on voit des migrations massives de population, mais ça ne se voit pas encore trop dans le centre de Genève. Voilà. Les horlogers se portent bien. Bon, moi j'aime bien les montres, ça ne me dérange pas, mais on voit bien que les urbains des pays riches ne sont pas encore touchés dans leur chair. Voilà. Et ça, évidemment, ça induit un décalage temporel qui est absolument dramatique. Mais au-delà de ça, et je pense qu'on va en reparler, il y a une autre question fondamentale, c'est de savoir ce qui nous importe. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens pour lesquels le fait que l'essentiel des vivants non humains meure et que peut-être même l'essentiel des humains non européens meurent n'est pas un problème. Et donc là, on voit bien que la question, ce n'est pas une question de savoir, c'est une question d'éthique, c'est une question de réfléchir sur le monde que nous voulons. Et là, dans cette situation-là, le savoir n'est pas performatif, c'est-à-dire qu'il n'engendre pas l'action. Pour agir, il faut non seulement savoir, mais il faut aussi avoir décidé de ce que l'on désire. Bon, je ne suis pas certain que le paysan texan de base soit tout à fait concerné en ce moment par la sécheresse au Sahel. Je crois qu'il s'en fout un peu. Et c'est facile de taper sur l'extrême droite américaine. Très sincèrement, je pense qu'en Suisse ou en France, c'est pas très différent si on ratisse un peu. Donc il y a cette idée entre cette difficulté de voir les liens directs entre cause et effet. Il y a une distance par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce qui peut expliquer une certaine forme d'inaction, des échelles de temps qui sont différentes au niveau politique, au niveau financier? On travaille sur des échelles de temps relativement courtes. C'est les prochaines élections, c'est le trimestre pour montrer des bons chiffres. Et c'est des échelles de temps qui ne sont pas forcément compatibles avec celles du vivant, qui sont des échelles à plus long terme. Non, mais vous avez parfaitement raison. Tu as parfaitement raison, parce qu'on se tutoie. Il y a vraiment un problème qui est multifactoriel. La première partie du problème que tu n'as pas évoqué, c'est que ce n'est même pas encore vraiment identifié comme une priorité, indépendamment des échelles de temps.
Beaucoup de gens parlent aujourd'hui d'éco-anxiété, mais c'est pas vrai. C'est un phénomène qui est marginal. Le soir, quand on s'endort, ou qu'on n'arrive pas à s'endormir, plutôt on a peur. Pourquoi? On a peur pour notre travail, on a peur pour notre argent, on a peur de savoir si notre copain ou notre copine va nous quitter, on a peur parce que nos enfants ont eu des mauvaises fréquentations à l'école, on a peur parce que nos parents ont chopé le coronavirus. On n'a pas peur parce qu'il y a une crise écologique majeure. Pour l'immense majorité d'entre nous, ça ne nous empêche pas de dormir. Donc on n'a pas encore vraiment identifié l'amplitude du problème. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment intéressant de faire une introspection sur cette question. Bon, moi, je suis, comme je le disais tout à l'heure, dans une dynamique de retrait. Mais il m'est arrivé, là, l'année qui s'est écoulée, de faire quelques conférences dont certaines m'ont été payées. Bon. Bon, je me suis dit, bah, tant mieux, j'y vais pour le plaisir, j'y vais pas pour ça, j'y suis jamais allé pour ça. Mais bon, on m'a donné quelque chose, je me suis dit, bah, après tout, c'est chouette. Et j'ai pris la décision que maintenant, ce serait plus le cas. Voilà, que cet argent, quand on me le propose, je le donnerais à des associations de sauvegarde des espaces sauvages ou d'aide aux humains défavorisés. Mais il m'a fallu un peu de temps quand même. Je me dis maintenant, pourquoi je l'ai pas fait dès le début, en fait? Ça me paraît évident, je suis pas dans le besoin, donc j'aurais dû le faire. Bah oui, mais même en allant prêcher la bonne parole, il a fallu un peu de temps pour que les choses se mettent en place dans ma tête et qu'il y ait une sorte de cohérence qui s'installe. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce que tu disais, il y a une temporalité paradoxale qui fait que ce qui nous préoccupe aujourd'hui n'est en effet pas compatible avec notre mode opératoire politique. Ça, c'est une évidence. L'être fondamental d'un politique, son ontologie, dirait le philosophe, c'est de vouloir être réélu. Et la réélection, c'est 5 ans après. Les effets écologiques et climatiques, ça se mesure en décennies. Donc le fait est que quand bien même nous aurions identifié la problématique comme prioritaire, de toute façon, l'homme ou la femme politique n'en verrait pas les bénéfices. Alors que faire? Alors on peut faire la révolution, ça c'est très bien, mais encore faut-il quand même proposer quelque chose. Bon, vous savez qu'en France, on a essayé il y a quelque temps la Convention citoyenne. L'idée est pas mal, hein. L'idée, c'est de tirer des gens au sort, donc des honnêtes citoyens qui n'ont aucun intérêt électoraliste, puisque ce ne sont pas des professionnels de la politique. On leur expose le problème et on leur fait faire des recommandations. Bon, pour l'instant, on en est là. Je crois que ces gens ont plutôt pas mal travaillé, même si je regrette un peu leur timidité, parce qu'eux-mêmes se sont auto-censurés. C'est intéressant, hein. Sur les mesures les plus fortes, en particulier le renoncement à la croissance, comme un des objectifs majeurs de l'économie, ils se sont dit, si on propose ça, on ne sera pas crédible. Donc, à ma connaissance, hein, je crois qu'ils avaient compris qu'il aurait fallu le dire, mais qu'ils ne l'ont pas dit pour pouvoir demeurer sérieux du point de vue des politiques. Donc ça, c'est quand même atrocement paradoxal. Mais au-delà de ça, le pouvoir politique a déjà opéré un certain nombre de censures, et sur les propositions non censurées, on verra ce qui adviendra. Donc l'idée est pas mal, mais elle est encore très, très, très infime par rapport à l'ampleur de la catastrophe. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, justement par rapport à l'histoire de la croissance. Il y a beaucoup de personnes, enfin de plus en plus, qui mettent en avant cette idée de la décroissance et qui disent notamment qu'il faudrait revenir sur cette idée utopique qu'on peut vivre dans un monde de croissance infinie puisqu'on vit dans un monde fini. Est-ce qu'à ton avis, l'idée de la décroissance est là ou une des solutions à envisager? Oui, moi je trouve qu'elle est même plutôt dystopique, en fait, cette idée de croissance infinie, parce que l'accumulation immodérée de richesses matérielles n'est peut-être pas, en fait, si extraordinaire que cela, quand bien même ça serait possible. Alors tu as raison. Les mauvais économistes, il y en a des bons quand même, hein, mais la majorité des économistes, c'est-à-dire les mauvais économistes, ne sont pas des gens sérieux. Voilà, ils n'ont pas compris les bases du monde dans lequel nous vivons. En physique, une augmentation exponentielle de l'utilisation des ressources, on appelle ça une instabilité. Une instabilité, c'est pas bon. Typiquement, là, si je prends mon micro et que je l'approche du haut-parleur, ça va faire de l'effet Larsen. Le gars qui est au son va pas être content du tout, parce que s'il n'y a pas de limiteur dans les amplis, ça détruit les haut-parleurs. C'est une instabilité. Voilà. Et c'est exactement ce qu'est le régime de croissance exponentielle actuel. Donc avec un temps de vie de l'ordre de quelques décennies, tout cela est parfaitement compris du point de vue scientifique. Donc les économistes aujourd'hui ne sont simplement pas compétents pour comprendre la complexité du problème, donc il ne faut plus les écouter. Ça, je crois que l'opinion publique commence à l'avoir compris. Mais plus profondément que cela, moi je crois que ce qui est important, c'est de redéfinir nos indicateurs. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faudrait tendre vers une forme d'ascétisme tendanciel du point de vue de notre rapport à la matérialité. Ça, c'est incontestable, parce qu'au rythme actuel, le monde fini dans lequel nous vivons ne peut pas fournir. Donc ça, que ça plaise ou non, qu'on soit de droite ou de gauche, on ne peut pas échapper aux lois de la physique.
Mais en parallèle de ça, je crois qu'il serait très important de se rendre compte que cet ascétisme matériel n'est pas forcément castrateur, n'est pas forcément triste, n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, et qu'en fait, il pourrait relever d'une authentique croissance du point de vue d'autres indicateurs. C'est un peu l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Une fois que tu décides de faire quelque chose et que tu te dis finalement je ne vais pas en retirer de bénéfices personnels, mais je me dis que je vais contribuer à ce qu'une association achète quelques dizaines ou centaines de mètres carrés de terrain vierge pour y sauvegarder la vie, au début tu te dis j'ai perdu, mon revenu net personnel a diminué. Et puis quelques semaines après tu as intégré le truc et tu te dis mais en fait c'est beaucoup plus jouissif. Même en termes égoïstes, en termes du plaisir que ça te rapporte à toi, tu finis par te rendre compte que tu y gagnes. Mais ça, c'est parce que nous sommes complètement endoctrinés, au sens littéral du terme, à une manière de voir le monde qui fait que le mec là-bas, qui est le propriétaire du super yacht que je vois, donc je pense pas qu'il soit là, parce qu'à mon avis, s'il a ce yacht, c'est qu'il n'est pas là en ce moment, a l'impression d'avoir réussi sa vie. Mais moi, honnêtement, si à la fin, il me propose d'aller faire un tour, j'éclate de rire, quoi. Non, mais c'est un loser, en fait. Il y a un type qui a envie d'aller foutre 3 millions d'euros pour un bateau hyper polluant sur un lac, mais c'est juste un crétin, en fait. Et donc, je pense qu'il faut juste qu'on travaille un peu nos valeurs, quoi. Je lui en veux pas, hein, il est peut-être très sympa, mais bon, c'est un pauvre type, c'est pas grave. C'est le... Voilà. Ok, salutations au propriétaire du bateau et en passant. Donc voilà, tu disais revoir nos valeurs, revoir comment est-ce qu'on définit nos priorités et ce que l'on recherche. Est-ce que voilà, on a parlé un petit peu aussi de cette idée de décroissance. Est-ce que tu préconises ou est-ce que toi tu vois de manière humble d'autres pistes qui permettent d'améliorer notre situation actuelle? Oui, il y a une infinité d'autres pistes, mais je crois qu'il faut faire attention à la capacité de réappropriation du système dans lequel nous vivons. Ce qui a été mis en lumière par la crise que nous traversons encore, c'est en fait la très grande résilience du capitalisme. C'est-à-dire que ce système, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, ne jugeons pas à ce stade, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, résiste très bien. Manifestement, il résiste très bien aux différentes crises et il a une capacité de réabsorption de toutes les initiatives qui est extraordinaire. Et ça, ce que je veux dire par là, et d'ailleurs, ce n'est pas le capitalisme en tant que tel qui est l'ennemi pour moi, en tout cas. C'est beaucoup plus profond que ça. Le capitalisme, c'est qu'un phénomène parmi beaucoup d'autres qui pose problème. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le mythe de l'action individuelle comme solution à la crise écologique majeure est un peu dangereux. Alors, il n'est pas dangereux au sens où il ne faudrait rien faire. Moi, je crois que c'est tout à fait indispensable de faire preuve d'un minimum de cohérence. Juste un minimum, parce qu'un peu d'incohérence, c'est la vie aussi. Hein. Je veux dire, on peut pas ne pas être un peu incohérent. Moi, je suis assez tolérant avec ça, mais quand même, il y a un minimum comme ça qui me semble absolument nécessaire. Et donc ça, effectivement, je crois qu'il faut le faire. Mais croire que tout se joue là, c'est une erreur dramatique. Parce que quand il y a un problème systémique, il ne peut y avoir de solution que systémique. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas gagner en jouant autrement. On ne peut gagner qu'en changeant les règles. C'est ça qui est important. Ça, les gamins le voient très très bien. Il y a des jeux où en fait on perd tout le temps. Donc l'enfant, il joue 3-4 fois, il essaye de trouver une solution, à la 5e fois, il change les règles. Parce qu'il a compris que c'est une partie qui est pipée en réalité. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour survivre là quelques années, on peut demeurer dans le schème global qui est le nôtre et essayer de faire au moins pire. Et ça, on voit très bien ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle. Tout le monde, je crois, a maintenant en tête ce qu'on appelle les petits gestes. Mais en même temps, si c'est réabsorbé par le système comme une manière de dire, vous voyez, on ne change pas les règles, il suffit que tout le monde fasse ça, alors bien sûr, c'est une imposture. Et ça ne marchera pas. Et c'est absolument certain que ça ne marchera pas. J'ai cru comprendre d'ailleurs, en lisant certains de tes propos ici et là, que tu étais dans une certaine mesure assez aussi opposé à la politique des petits gestes. En tout cas, que tu critiques dans une certaine mesure par rapport J'y suis opposé si tout se réduit à elle. Voilà. Moi, je pense que c'est bien d'essayer de faire des efforts individuels. Aujourd'hui, par exemple, je pense que c'est un peu problématique de se dire concerné par les problèmes climatiques, de se dire concerné par la souffrance animale et de manger de la viande. Bon, j'ai dans ma famille des gens qui mangent de la viande et on n'est pas fâchés. Hein. C'est pas du tout des salauds. Loin de là, il y a des gens même adorables. Mais je les invite gentiment, avec amour, à
peut-être travailler sur cette incohérence. Bon, et ainsi de suite. Moi, j'ai essayé depuis, je sais pas, je me souviens plus du chiffre, enfin depuis quelques années en tout cas, j'ai pas pris l'avion. Je l'ai fait dans le passé, de faire 2 fois 12 000 km pour aller présenter mes résultats à l'université de Stanford. On se sent très intelligent, évidemment payé par l'université américaine qui nous invite. On a l'impression d'être quelqu'un d'important. Puis, à un moment, on se dit, et quand même, 24 000 km, avec le coût économique, le coût écologique, le coût même familial, pour aller parler une demi-heure, est-ce que ça a vraiment un sens? Bon, la réponse est évidente. Donc voilà, tous ces petits gestes, je crois qu'il faut qu'on les fasse. Et moi, je ne suis pas du tout exemplaire de ce point de vue-là, mais j'aimerais l'être davantage. Mais ça ne peut pas en demeurer là. Il y a quand même une propension humaine évidente à occuper l'espace, et on peut pas se contenter d'appeler à la responsabilité individuelle, par exemple. Imaginez qu'on dise bon, « Allez, soyez sympa, s'il vous plaît, ne tuez personne tout à l'heure en rentrant chez vous. » Non, on ne dit pas ça. On dit c'est interdit. Que ça vous plaise ou non, vous ne tuerez personne. Et si vous tuez quelqu'un, vous ferez 20 ans de prison. C'est comme ça qu'on règle une société humaine. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'avec le problème écologique, on a absolument en tête qu'il faut en rester, s'il vous plaît, soyez sympa, faites ce qu'il faut. Non mais attendez, c'est le problème le plus important de notre histoire. Donc il faut peut-être le régler avec des moyens adaptés. Alors, non pas, bien sûr, dans l'idée d'instaurer une dictature, rien ne me serait plus abominable, mais simplement pour s'assurer quand même que l'espace de liberté qui est fondamental, à savoir la liberté de continuer à vivre dans un monde apaisé, demeurera. Si ceci se fait au prix de diminuer un peu notre utilisation des 4x4 ou nos vacances en avion, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est une question de rapport bénéfice-risque. On ne peut pas simplement en rester à une défense naïve de la liberté. Oui, tout le monde est pour la liberté, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire jusqu'à ce que cette liberté n'obère pas de façon dramatique la capacité des autres à vivre. Bon, c'est trivial ce que je dis là, hein, c'est vraiment de la philosophie de CM2. Mais on le sait, on l'a intégré pour absolument tous les aspects de notre vie. Là, je raillais par plaisanterie le propriétaire du yacht, j'ai quand même pas le droit d'aller le détruire tout à l'heure. Bon, si je le fais, je vais avoir des problèmes avec la police helvétique. C'est comme ça. Mais pourquoi se fait-il que vis-à-vis de la pérennisation de la vie sur Terre, nous n'avons pratiquement aucune loi coercitive? Ça veut dire que nous n'avons pas encore compris en réalité que c'était un problème important. Pour tous les autres problèmes importants, nous avons des lois qui assurent non pas un État dictatorial, qui assurent au contraire la capacité de ceux qui seraient victimes des actions violentes à continuer à vivre de manière sereine. Voilà, on me jette un caillou, ça m'a fait perdre le fil. Tu disais donc, je lis entre les lignes, en fait, dans ce que tu dis, que tu appelles, dans une certaine mesure, les gouvernements à être plus proactifs, à mettre des règles plus restrictives et claires sur nos limites, voire restreindre certaines de nos libertés. Bon, ça, c'est quand j'étais jeune et bête. Hein. Je dis plus trop maintenant parce que j'y crois tellement plus que j'ose même plus le dire, en fait. Ça, je crois que c'est ce que je disais il y a 1 an et demi. Et bon, aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, c'est pas possible. C'est pas dans leur logiciel. Enfin, je crois qu'en France, une de nos ministres, je ne sais même plus laquelle d'ailleurs, a dit au déconfinement il faut montrer que nous osons consommer, quoi. Je dis, bon, mais ces gens-là ont un logiciel qui est tellement dépassé et tellement inadapté à ce que nous allons traverser que je ne sais même pas quel sens ça a encore de placer notre espoir en eux. Et pourtant, il faudra bien faire avec. C'est un peu désespérant parce que ils ne peuvent que trouver des astuces pour réagencer des pièces qui sont déjà données, en fait. Leur capacité d'invention est nulle. Et là, on l'a très bien vu avec la crise qu'on vient de traverser. Au début, on était tous un peu inquiets et en même temps un peu réjouis. Enfin, moi, j'étais un peu réjoui parce que je me disais, enfin, il se passe un truc qui peut avoir un sens politique et qui peut amener à des questionnements. Mais zéro questionnement. Absolument aucune question fondamentale n'a été posée. Je ne parle même pas des réponses données, hein. Je parle des questions posées. Je vous donne un exemple trivial. En France, pendant le confinement, beaucoup d'entreprises ont déposé le bilan, beaucoup d'artisans, d'artistes, de personnel du spectacle, etc., se sont retrouvés dans des situations catastrophiques. Qui a proposé qu'on partage ? Le truc de base, hein, le truc complètement évident. Il y a un événement majeur
qui n'est pas notre responsabilité directe, enfin en tous les cas pas individuelle, n'est-ce pas, qui nous touche de façon totalement aléatoire. Parce que moi, en tant que fonctionnaire, mon salaire n'a pas touché. Le propriétaire du bar en bas de chez moi, il était quasiment en dépôt de bilan. C'est pas parce qu'il était moins bon que moi, c'est une question de chance. Compte tenu de nos orientations et de nos trajectoires professionnelles, nous n'avons simplement pas eu la même sensibilité à cette crise majeure. N'importe quelle organisation humaine raisonnable se dit bah non, qu'on partage. Moi j'ai mon salaire, lui il l'a plus, bah donc on met en commun ce qu'on a, quoi, au moins pendant les mois du confinement. Qui l'a proposé? Non, parce que ça c'est un tabou. On ne touche pas à ça. Et là, on se rend compte, par cet exemple élémentaire, qu'en fait, strictement, même de façon transitoire, même lors d'une crise d'une nature qui est inconnue pour le monde occidental moderne, nous ne sommes même pas capables de poser la moindre question. Regardez, le transport aérien, alors c'est vrai qu'eux, ils l'ont vraiment prise de plein fouet, la crise. La seule question qui se pose, c'est combien de temps pour retourner à la normale. C'est la seule question. Personne ne se pose une question sérieuse sur faut-il retourner à la normale. Sachant que la normale, comme le jeu de mots est maintenant éculé, vous pouvez l'écrire en un mot ou en deux mots. Hein. Voilà. Je vais faire un petit crochet par 2-3 questions sur Internet. Sandrine Bergenot qui nous demande mais comment après tout ce qui vient et qui continue à se passer, donc je pense qu'elle fait mention de la crise du Covid, faire en sorte que nos politiques réagissent vraiment dans le bon sens. Comment? Mais si je le savais, j'aurais fait ce qu'il faut. La petite boule magique. Bon, soyons pragmatiques. On pourrait peut-être commencer par voter pour les bonnes personnes. Déjà, ça serait le premier truc qu'on pourrait faire. Il faut quand même libérer les politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je veux pas tomber dans le tous pourri. Je connais personnellement des hommes et femmes politiques que je crois, peut-être tort, enfin, personnellement, c'est pas non plus des intimes, hein, mais en tout cas, je crois que ce ne sont pas des salauds. Je crois qu'ils ont compris le problème et je crois qu'ils aimeraient changer les choses. Mais l'immense majorité d'entre eux n'ont pas été élus pour ça. En France, à ma connaissance, M. Macron n'a pas été élu sur un programme écologiste radical. En gros, pour caricaturer un tout petit peu, mais enfin à peine, il a dit « je m'en fous ». Il a été élu sur ce programme. Aujourd'hui, il s'en fout. Il est cohérent, cet homme-là. Moi, je ne lui en veux pas. Il a fait exactement ce qu'il disait qu'il allait faire. Bon, parfois, il ne se gêne pas pour ne pas faire exactement ce qu'ils avaient dit, quand même. Hein. Mais enfin, globalement, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas traiter un problème alors même qu'ils ont expliqué dans leur programme qu'ils n'allaient pas le traiter et que nous les avons élus. Bon, donc il y a quand même un problème à ce niveau-là. Donc je crois que quand même, il faudrait peut-être commencer par une amicale pression qui serait de choisir les bonnes personnes. Après, je voudrais attirer notre attention sur un problème, parce que là, je pense qu'on est plutôt entre personnes conscientisées, comme on dit, voire militantes. Je crois que les militants, parfois, ont l'illusion que le cœur du dysfonctionnement est le manque de démocratie. Et je crois qu'hélas, ils ont tort. Dans les assemblées militantes, en particulier à gauche, il y a, d'ailleurs à droite il n'y en a pas, donc vous avez vite vu, il y a essentiellement l'habitude du vote à main levée, chacun prend la parole, on parle, on essaye de faire émerger un consensus, etc. Moi j'aime bien la méthode, hein, je trouve ça très, à titre personnel, je trouve ça très chouette. Mais ça marche parce que tout le monde pense la même chose dans la salle, plus ou moins. Si maintenant on pense à l'échelle d'un pays, je crois que la démocratie directe, c'est-à-dire essentiellement le pilotage au référendum, dont beaucoup de gens pensent que c'est ce qui nous permettrait de sortir de la crise, serait une catastrophe. Ça me fait mal, j'aimerais que ce soit une bonne chose, mais c'est pas vrai. En fait, l'opinion publique réagit très souvent de façon populiste, sécuritaire et réactionnaire. Si vous avez un réfugié syrien qui commet un meurtre et que vous faites un référendum, que faut-il faire? Vous pouvez être sûr que 90% de la population suisse ou française dira « faut tous les foutre dehors » et on ferme les frontières et qu'ils crèvent. Et donc, c'est compliqué le problème auquel on fait face. Parce que croire que c'est simplement un manque de démocratie et que si le bon peuple que nous sommes avait le pouvoir, alors nous serions généreux, raisonnables, altruistes, etc., c'est juste faux en fait. C'est juste faux. On ne pense pas tous ça et on ne peut pas obérer cette dimension du problème. Alors, moi, je propose un truc qui est complètement de l'enfumage philosophico-rhétorique, mais je ne sais pas faire autre chose. J'avais appelé ça très pompeusement, je crois, l'activisme multifractal,
Comme ça, personne ne comprend rien, et ça me permet d'avoir l'air intelligent en disant un truc creux. Mais c'est très beau. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut travailler à tous les niveaux, quoi. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas se dire c'est un problème qui est que politique, c'est un problème qui est que économique, c'est un problème qui est que au niveau du militantisme, c'est un problème qui est que au niveau de la révolution, qui est que au niveau des instances supranationales, etc. Moi, je crois qu'il faut absolument que ça se joue partout en même temps. Et je crois que c'est la seule manière dont quelque chose peut advenir. Si on attend que ça vienne d'en haut, ce que j'ai naïvement cru il y a quelques années, ça ne marchera pas, c'est sûr. Si on attend que ça vienne d'en bas, ça ne marchera pas non plus. Et si on attend que ça vienne de cette espèce d'hypostase, là, comme ça, de l'entre-deux-eaux, eh ben, ça ne viendra pas de toute façon. Donc, je crois qu'il faut que ça émerge voilà, de façon diffuse. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Je prends encore une question d'Internet et après je fais le tour du public. Je suis sûr que vous brûlez d'impatience de poser vos questions. Sur Internet, René Guichardon qui nous demande revoir nos valeurs, nos priorités. Oui, mais quoi? Comment? Le gouvernement est incompétent pour le Covid, pour poser les bonnes questions. Pourquoi le serait-il pour les questions de l'environnement qui sont nettement plus complexes? Faut-il faire sécession et rejoindre par exemple Extinction Rebellion? Extension, ouais. Ouais. Bon, il y a plein de trucs dans cette question, je vais essayer d'être rapide. Alors d'abord, Extinction Rebellion et toutes les mouvances, disons, désobéissance civile sont très intéressantes et posent énormément de questions. D'abord, je commence par un constat. À ma connaissance, et ça m'a été confirmé par un chercheur spécialiste de la question, il n'y a jamais eu de révolution sans qu'un système soit empêché de fonctionner. Ça, c'est factuel. La question n'est pas de savoir si ça nous plaît ou pas. La question est juste de l'intégrer. Je vous donne un exemple dans l'actualité contemporaine. Le peuple algérien ne veut plus du régime dont il est la victime depuis des décennies et qui est un régime corrompu. Ils ont fait le Hirak, la révolution, tous les vendredis pendant 1 an. Il y avait des millions de personnes parfois dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine. Et essentiellement, la grande majorité du peuple était d'accord. Que s'est-il passé? Rien. Voilà. Le président actuel est issu du sérail et est un clone du président passé. À ce stade, et j'espère bien sûr que ça ne va pas s'arrêter là, la révolution a échoué. Et je crois qu'elle a échoué parce que le système n'était pas empêché de fonctionner. Et le vendredi, c'est férié en Algérie. 1 million de personnes dans la rue un jour férié. Et alors? En quoi cela empêche-t-il l'institution économico-politique de fonctionner? En rien. Voilà. Donc ça, c'est la première leçon de cette affaire. C'est que c'est pas du tout un appel à la violence, ce que je fais là. C'est un constat. S'il n'y a pas de grain de sable dans les rouages systémiques, les rouages continuent de tourner, même si l'opinion publique se retourne. Ça, il faut juste le savoir. Après, la question de la violence, elle est très subtile. Ça m'agace un peu, pour vous dire la vérité, cette espèce de mantra de la non-violence radicale. Évidemment qu'aucun de nous, ici ce soir, n'a envie de faire du mal à quelqu'un, n'a envie d'être agressé en sortant de cette conférence, n'a envie d'agresser quelqu'un en sortant de cette conférence. Donc on peut tous se prendre par la main, là, et dire « Vive la non-violence ». On est tous d'accord, je suppose. Super, voilà, c'est dit. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas du tout ça la question sérieuse. La question sérieuse, c'est pas celle-là, c'est violence contre violence. C'est-à-dire que certains aujourd'hui trouvent que des mesures coercitives qui interdiraient certains gestes qui sont dramatiquement destructeurs pour la pérennité de la vie sur Terre relèvent de la violence. L'interdiction, j'entends, relèverait de la violence. Oui, mais quand la violence interdit une violence supérieure, relève-t-elle encore de la violence? Autrement dit, empêcher d'agir par la force un assassin sur le point de commettre son crime relève-t-il de la violence? Oui, certainement. Mais est-ce une violence néfaste? Non, probablement pas. Donc il faut faire un peu attention avec cette idée de violence. C'est complètement naïf de se dire « toute violence est mauvaise ». Oui, on peut le dire, mais ça ne fonctionne pas du point de vue concret. La question est simplement de hiérarchiser les régimes de violence et de choisir le monde dans lequel nous voulons vivre. Casser la vitre d'un restaurant de hamburgers est sans aucun doute une action violente et illégale. C'est vrai. Mais alors qu'aller manger dans ce même restaurant est non violent et autorisé. Pour autant, cette non-violence soutient quoi?
soutient un système d'exploitation essentiellement dramatique des salariés qui travaillent dans ces enseignes, un système de déforestation en Amazonie, un système de violence insondable vis-à-vis des animaux qui sont mangés dans ces mêmes hamburgers, un système de soutien très fort à la crise climatique, et ainsi de suite. Et la question se pose à nouveau. Finalement, qu'est-ce qui est le plus violent ? Et sincèrement, je crois que la réponse n'est simplement pas évidente. Donc il faut qu'on arrête de faire comme si les choses étaient figées et qu'il y avait une sorte d'évidence de la violence versus la non-violence. Le grand poète Jean Genet théorisait cela en disant que la violence est ce qui relève souvent en réalité de la résistance individuelle contre une autre forme qu'il appelait la brutalité d'État. Voilà. Qui n'est pas forcément mauvaise d'ailleurs. Parfois la brutalité d'État est justifiée. Pas toujours. Et je crois qu'il est temps de poser des questions. Ah oui, alors juste maintenant, il faut que je réponde très vite. Alors comment faire confiance au gouvernement ? J'en sais rien. Mais j'ai le temps de dire encore 2 phrases là, sur la gestion de la crise actuelle. Là, je ne parle pas de la crise environnementale, je parle de la crise Covid-19. Je suis un peu agacé, voilà. Je trouve que nous manquons tous d'humilité dans cette affaire. Écoutez, je ne sais pas bien comment c'était en Suisse, mais en France, au début de la crise, les gens étaient révoltés en disant le gouvernement n'agit pas assez, il n'agit pas assez, il faudrait confiner plus vite, il faudrait confiner plus fort, il faudrait confiner plus tôt, il faudrait interdire de travailler. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, et aujourd'hui, essentiellement, les mêmes personnes disent « mais ce gouvernement est insupportable, il nous oblige à porter des masques, donc il est contre notre liberté, on veut pouvoir tout faire, y compris en groupe, y compris sans masque ». Et là, je suis un peu agacé quand même par cette médiocrité, finalement, qui fait que plus personne ne réfléchit, plus personne ne fait preuve d'humilité, plus personne ne veut accepter que les situations sont simplement parfois complexes, qu'on ne savait pas exactement ce qui se passait, qu'on ne sait toujours pas exactement ce qui se passait, que c'est vrai que cette maladie n'est pas vraisemblablement la plus grave à l'échelle mondiale, et que donc c'est une offense en particulier aux pays pauvres, aux pays du Sud, d'en faire une sorte d'événement majeur du siècle, alors même que d'autres maladies bien connues, pour lesquelles nous avons des traitements bien connus, déciment depuis des décennies les populations des pays pauvres. Donc ceci est vrai. Pour autant, croire qu'on fait un geste de résistance et de désobéissance civile majeure et se prendre pour un grand révolutionnaire parce qu'on refuse de mettre son masque dans un espace clos, risquant par là même de faire crever son grand-père, moi je trouve ça atterrant, pour être honnête. Donc comment être un peu subtil, d'une part en comprenant que cette crise n'est pas une métacrise, parce que c'est vrai que beaucoup d'autres souffrent de beaucoup d'autres maux et qu'une surréaction est inadaptée et même un peu indécente. Mais comment par ailleurs refuser l'effort élémentaire qui n'est pas du tout en fait un geste d'obéissance à l'État, parce que les États détestent avoir des citoyens masqués. Il faut vraiment être stupide pour croire que ça fait les affaires d'un État autoritaire que de masquer ses citoyens. Rien ne fait plus peur à un État autoritaire que des citoyens masqués. Et donc de se dire je suis un héros libertaire parce que je refuse d'avoir le minimum d'intelligence collective qui permet peut-être d'épargner quelques vies. Voilà, pour moi, il y a des écueils entre lesquels il est un peu compliqué aujourd'hui de slalomer. Voilà, je me tourne un peu vers le public. Il y a... Merci. Je pensais me faire des ennemis, mais pas que. Voilà, je vois une question avec le monsieur là-bas. On va vous apporter le... Alors, là, d'abord ici, ensuite le monsieur là-bas. Donc parlez bien dans le micro, qu'on vous entende aussi sur Internet et ici. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Apolline et je voulais poser une question. J'ai été un peu énervée quand vous avez dit que vous étiez... à la fois, vous constatez que s'adresser au gouvernement, ça ne sert à pas grand-chose et puis que finalement, il faudrait changer les règles du jeu. Et puis après, ce qui m'a énervée, c'est que vous disiez il faudrait choisir de bien voter pour les bonnes personnes. Je trouve très contradictoire. Et du coup, je me demandais plutôt quelles pourraient être les nouvelles règles de jeu qu'on pourrait mettre en place si ce n'est pas le système électoral. Non, mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je crois que j'avais commencé en disant c'est la première chose qu'on pourrait faire, mais je suis d'accord avec toi, ce n'est que la première. Voilà, ce n'est que la première, et c'est certainement pas la dernière. Je sais pas, en fait, voilà. Non, je pense qu'il faut dire les choses simplement. Je crois qu'on voit vraiment de façon très claire ici les limites
de ce système, disons, de démocratie parlementaire à l'européenne, qui n'est pas la seule manière de gérer les choses et qui manifestement ne fonctionne pas par rapport aux défis qu'on doit relever. Il y a 1000 raisons que tu connais sans doute mieux que moi. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut proposer une alternative. Alors, les alternatives simples, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure de démocratie directe. Mais démocratie directe, ça marche quand on est avec des gens sympas, quoi. Quand on se retrouve avec des fachos, démocratie directe, ça marche plus du tout. Enfin, ça marche très bien, mais pour leurs valeurs à eux, pas pour les nôtres. Donc, c'est pas une solution universelle. Et j'ai un peu de mal, en ce qui me concerne, à voir émerger une possibilité macroscopique, structurée, de sortie de crise. Donc c'est pour ça que moi, ce à quoi je crois, en fait, c'est à l'action à l'échelle qui nous incombe. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous une certaine zone d'influence, qui peut être familiale, qui peut être amicale, qui peut être dans une entreprise, qui peut être dans une école, qui peut être dans une fac, qui peut être dans une association, qui peut être sur une plage, enfin quelque part. Et donc, de façon multi-échelle, je crois que des choses sont possibles, mais parmi lesquelles, je pense que c'est super important d'intégrer exactement ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est-à-dire la remise en question et la réflexion sur nos réflexes systémiques, en fait. Mais pour le point particulier que tu évoques, peut-être tu peux reprendre le micro si tu as des choses à proposer, en fait, parce que moi, j'en ai pas. Voilà. C'est-à-dire que la critique est aisée, mais une fois qu'on a critiqué et qu'on se dit, bah donc, ça marche pas, alors on fait quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vas-y, je te reprends la parole. Ouais, c'est intéressant. Non, mais moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit aussi à un moment donné, que quand vous disiez, en fait, il y a plein de toutes les façons sont valables, dans le sens où les personnes qui vont essayer, par les urnes, ou bien celles qui vont essayer à petite échelle parce qu'elles vont construire un éco-village, ou etc. Toutes les formes, en fait, de contestation, qu'elles soient radicales ou moitié radicale, et pour moi, c'est ça qui nous fera aller le plus vite de l'avant. Ouais. Mais effectivement, l'organisation politique qui serait une solution comme ça, je ne l'ai pas. Après, je me dis quand même que, effectivement, de viser des plus petites échelles, ce serait toujours le plus logique et le plus simple pour pouvoir se mettre d'accord. Ouais. Mais ce qui est compliqué, c'est que sans coercition, ça sera très compliqué à faire. Il y a énormément de gens qui sont par ailleurs très sympathiques, qui ne sont pas du tout des sales types ou des sales bonnes femmes, qui continuent d'acheter l'essentiel de ce qu'ils achètent sur Amazon, qui font venir de l'autre bout du monde, parce qu'aujourd'hui les coûts de transport sont quasi nuls, un certain nombre d'articles. Et tant que c'est possible, vous avez vu, pendant la crise Covid, je crois que M. Bezos a gagné, je ne sais plus la somme exacte, 23 milliards de dollars en une journée. Bon, cette obscénité, c'est notre choix quand même. C'est parce qu'on le tolère, ça. Pourquoi est-ce que ça continue d'être possible ? Bon, parce qu'effectivement, il n'y a pas de coercition qui le rend impossible. Et là, je crois que l'appel individuel à moins utiliser ce genre de ressources ne peut pas fonctionner tant qu'elles sont possibles. Et c'est très compliqué, parce que je pense qu'aujourd'hui, Amazon est plus puissant qu'un État. Ce genre de multinationales échappe en grande partie aux lois locales, puisque précisément elles sont à cheval sur de nombreux États. Et donc, ils ont réussi, en quelque sorte, à se créer un statut légal hors la loi. C'est un truc complètement dingue, en fait. Mais on pourrait peut-être reprendre la main, mais je ne sais pas comment. Voilà, je crois qu'il y avait monsieur là-bas qui avait une autre question. Bonjour à tous. Je profite de cette conférence pour d'abord informer de deux initiatives que vous tous, vous pouvez faire actuellement. D'abord, une très locale dans l'État. Je suis désolé, on essaie de pas faire trop de pub, je suis désolé. On reste vraiment sur les questions, c'est peut-être un peu sec comme ça, mais on fait pas de pub politique ou personnelle. Si tu peux aller directement à ta question. Bon, ce serait plutôt un commentaire par rapport à l'idée de la démocratie directe et des référendums. Dans l'idée que tu dis, tu penses que ça ne peut pas être une solution parce que peut être réactionnaire. Moi, je dirais que c'est sûr dans le cas de la Suisse, ou dans lequel on vote contre des vacances supplémentaires, mais pour des réductions d'impôts pour les plus riches et contre la caisse unique. On voit bien que ce n'est pas révolutionnaire, mais la Suisse, il faut l'admettre, c'est un pays très particulier et ça ne donnerait pas du tout la même chose dans d'autres pays, en tout cas d'autres pays occidentaux.
C'est d'ailleurs le seul pays au monde qui fait autant de référendums. En France, par exemple, où une nette majorité de la population est contre les OGM, contre les lois travail, contre la suppression de l'ISF et j'en passe, ça serait un net progrès. Et ce n'est pas pour rien que les gouvernements, comme celui de Macron actuellement, s'entêtent à les refuser, parce qu'ils savent qu'ils ne pourraient pas du tout mener la politique qu'ils mènent. Donc je pense que c'est au contraire, à moins peut-être une solution, pas la solution miracle, mais elle ferait beaucoup avancer. Peut-être, mais la peine de mort a été supprimée contre l'avis majoritaire du peuple français. Hein. Je ne sais pas. Je pense qu'on serait très, très, très dépendant de la manière de poser la question. Et donc, ce serait très facile de manipuler l'opinion ne serait-ce que par la formulation du problème. J'ai vraiment l'impression que la même décision pourrait obtenir des résultats radicalement différents suivant la manière dont on la pose. Et je trouve ça assez dangereux, en fait. Assez dangereux parce qu'il faut quand même faire gaffe aussi au règne de l'opinion, quoi. Par exemple, sur les questions énergétiques, tu vois. Disons un mot des énergies renouvelables. Bon, c'est chouette. Bon. En fait, c'est pas si chouette que ça. Il y a un moment, on peut pas juste en rester à l'idée. L'idée, c'est chouette, les éoliennes et les panneaux solaires. Oui, ok, c'est chouette. Après, on fait les calculs. Vous savez que la puissance installée, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, l'efficacité est très faible parce que le vent ne souffle que 20% du temps avec une force suffisante et que, hélas, la nuit, il n'y a pas de soleil et l'hiver, il n'y en a pas beaucoup non plus et souvent, le soleil n'est pas à la verticale du panneau solaire. Donc, en fait, ça demande des puissances installées considérables pour avoir la même quantité d'énergie que ce qu'on peut avoir par ailleurs. Et donc, le fait est qu'il faut installer énormément plus de lignes à haute tension, etc. Il faut inonder de très grandes surfaces d'eau pour pouvoir avoir l'énergie retenue et ainsi de suite. Donc il y a quand même un moment, il faut aussi, je crois, accepter que tout le monde n'est pas compétent sur tout. Voilà. Et ça, ça peut choquer, mais c'est la vérité quand même. Les questions énergétiques, par exemple, tout le monde dit il faut plutôt avoir des solutions locales. Et ça, c'est pas vrai en fait. Si on veut économiser l'énergie, plus c'est centralisé, plus c'est autonome. C'est assez facile à calculer. Ça fait quelques pages de calcul pour un bon ingénieur. Donc, il faut faire aussi attention à nos préjugés idéologiques qui font qu'on peut se tromper très gravement quand on croit comprendre un problème qui est très complexe et très multifactoriel. Et donc, oui, moi, j'ai un peu peur, en fait, pour être honnête. Voilà. Mais tu parles justement on va continuer après avec les questions du public, tu parles de ce besoin, en tout cas ce que j'entends, de ce besoin de globaliser nos solutions. En même temps, on a déjà de la peine à les localiser, nos solutions. Et les globaliser. Enfin, imaginons qu'en Suisse ou en France, on prenne une décision assez importante, réduction de notre PNB, on est encore sur ces valeurs malheureusement. Et puis on sait aussi que peut-être un pays voisin, un autre pays ne va pas forcément suivre sur la même voie. Enfin, il y a aussi toutes des histoires de compétition. On en revient un petit peu à ce dilemme du prisonnier, où je sais que si moi je fais les efforts et que lui ne les fait pas, peut-être qu'au final... Non, mais c'est quand même incroyable parce que tu as tout à fait raison. Et en même temps, on est quand même censé être gouverné par des gens dont c'est le métier, qui ont fait des études, qui ont un certain niveau de compétences, qui ont été choisis parmi beaucoup d'autres candidats. Et on se dit, combien il y en a 150 pays dans le monde, non, quelque chose comme ça. Les dirigeants de ces pays qui tiendraient sur simplement l'estrade qui est devant nous ici, c'est pas beaucoup, 150 personnes, ne sont même pas foutus de discuter pour résoudre le plus grand problème de l'histoire de l'humanité. Et là, on se rend compte qu'on a juste élu de sales mômes, en fait. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, je suis complètement d'accord sur la difficulté des choses. Je vais le dire comme une blague, en fait. Il y a quelques années, on m'avait dit, tiens, ça serait intéressant que toi, tu travailles au ministère de l'Éducation nationale. Et personne ne me l'a proposé, hein. C'était un ami qui m'a dit ça. Et je me suis dit, mais non, en fait, ouais, ça pourrait être sympa. Puis après, je me suis dit, mais en fait, non, pas du tout. On n'a aucun pouvoir d'action. Moi, ça m'intéresserait d'être secrétaire d'État. Puis après, je me suis dit, mais non, en fait, secrétaire d'État, c'est pas assez. Moi, ça m'intéresserait d'être ministre, en fait, pour pouvoir faire quelque chose. Puis après, je me suis dit, non, en fait, ministre, après tout, c'est qu'un pion. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'être président de la République, pour pouvoir faire quelque chose. Et en fait, je me rends compte que, en fait, c'est pas assez, président de la République. Si j'étais aujourd'hui président de la République française, j'ai aucune ambition politique, hein, je me présenterai jamais, c'est clair, net et précis, mais en fait, je ne pourrais quand même rien faire, pour les raisons que tu viens de dire, qui fait que, effectivement, s'il n'y a pas d'action concertée, ça ne servirait de toute façon essentiellement à rien et ça ne pourrait pas marcher en fait. Dans une économie mondialisée où l'appât du gain reste la valeur dominante,
très clairement, si demain le président de la France décidait de passer volontairement en récession, ce qui serait la seule mesure intelligente, non seulement pour les raisons climatiques que nous connaissons tous, ce serait une mesure de sauvegarde de la vie sur Terre, mais aussi pour des raisons économiques. Parce qu'en fait, on vit dans un monde fini. Il se trouve que le pétrole, qui est ce qui structure notre économie, comme l'a montré Jean Covici, est en quantité finie, que nous avons passé le peak oil et que de toute façon, nous allons rentrer en récession. Donc, n'importe quel homme politique cohérent déciderait d'anticiper sur la réalité physique qui, de toute façon, va s'imposer à nous et à mettre en œuvre une sorte de récession intelligente et voulue. Mais ça n'arrive pas. Et ça ne peut effectivement pas arriver à cause du jeu complexe d'interrelations que tu évoquais. J'ai quand même l'impression que 150 personnes douées de plus de 3 neurones chacune devraient réussir à résoudre ce problème, mais manifestement, ce n'est pas le cas. On continue avec les... Il y a quelqu'un qui... Pardon, excuse-moi, mais qui... ouais. Voilà, je crois que j'avais une question ici, le monsieur casquette, et puis après on va partir dans mon dos. Bonjour, merci. Merci d'avoir cité d'abord Jean-Marc Jancovici et les travaux du Shift Project. Super important. Je voulais juste avoir ton avis sur le Front populaire de Michel Onfray et ce petit Roland nationaliste, sans chercher le clash, mais voilà. Alors, je vais faire la seule bonne réponse possible. C'est qui Michel Onfray ? Moi, j'aime beaucoup la philosophie et je ne connais pas cette personne. Merci. Voilà, beauté en touche. Le Front populaire, c'est une chose très belle qui a eu lieu en France il y a longtemps et qui était l'arrivée d'un vrai régime de gauche au pouvoir. Je ne connais pas d'autres Front populaire. Oui, bonjour, je m'appelle Patricia. Et par rapport à révolutionner les systèmes politiques actuels qui semblent dater de plus de 2000 ans avec un empereur à sa tête et puis ses élites, et pour suivre ce que Apolline a dit tout à l'heure, serait-il envisageable un système qui s'inspirerait du modèle open source comme on le voit dans l'informatique, où les gens, on va dire, s'investiraient pour le bien commun, au lieu que ce soit, comme on le voit pour nos dirigeants, qui sont surtout attirés par l'appât du gain et du pouvoir, en fait. Oui, je pense que c'est une question fondamentale et je crois que si on s'orientait dans cette direction, ce qui est fondamental, c'est l'échelle. La démocratie athénienne était centralisée, mais parmi ceux qui étaient des citoyens, parce qu'il y avait des esclaves aussi, mais parmi ceux qui étaient des citoyens, il y avait quand même quelque chose qui ressemble un peu à ce que tu évoquais. Mais ça marchait à l'échelle des villes. Et en fait, le problème, je crois, auquel on fait face aujourd'hui, c'est qu'il semble qu'on ait structuré le monde de manière indélébile, à une échelle à laquelle ça ne peut pas marcher. Parce qu'au niveau d'un pays, je crois que c'est fondamentalement impossible. Et donc, effectivement, une des questions intéressantes qu'il faudrait se poser dans cette circonstance, c'est celle de l'architecture organisationnelle à laquelle faire face. Alors, en France, par exemple, les maires écolos, dont le maire de Grenoble, essayent de lancer cette idée comme ça d'une coopération entre les villes pour instaurer une nouvelle échelle d'action. Moi, l'idée me sourit, je la pense intéressante, mais elle est totalement insuffisante si elle n'est pas aussi accompagnée d'une révolution à l'échelle globale. C'est-à-dire que je crois que c'est une belle idée, moi je la soutiens, mais ça serait une idée qui marche si les villes, s'il n'y avait rien au-dessus des villes, si les villes étaient réellement l'organe décisionnel. Et ça, c'est très compliqué, parce que imaginons même qu'on se dise, allez hop, là, ce soir, on réécrit le monde à partir de zéro. Et on se dirait, vraisemblablement, les gens conscientisés qui sont ici ce soir, que c'est très important de revenir à l'échelle locale. Probablement, c'est une idée qu'on ferait nôtre. Mais il faut quand même faire attention, parce que le stylo qui est là, il ne peut pas être produit à l'échelle locale. Il ne peut pas l'être. Il est en plastique, donc en pétrole. Il a une mine en acier, vraisemblablement, qui fait appel à un laminoir. Il n'y en a vraisemblablement qu'un seul en Suisse. J'en sais rien, mais c'est probable. Et ainsi de suite. Donc Genève ne peut pas produire ce stylo. Genève ne le peut pas. Donc si on relocalise complètement l'économie, on n'utilise même plus un stylo à billes. Donc il faut faire très attention. Même Lordon a montré ça. Lordon, c'est un économiste de gauche très intéressant. Il dit, là encore, il faut faire attention à l'idéologie. Si vraiment on veut le faire, il faut se rendre compte que c'est une révolution dans ce à quoi nous avons accès. Et donc, ça nécessite vraiment de poser les choses clairement sur la table, quoi. Merci. Encore une question du public.
Merci beaucoup. Je m'appelle Armand, je travaille dans la santé, je suis médecin et puis je me pose beaucoup de questions évidemment sur ce à quoi on doit renoncer pour protéger la globalité, pour protéger l'écosystème terrestre. Ce que j'aimerais plutôt faire un commentaire et puis peut-être qu'il y aura des questions qui vont avec, mais je suis vraiment, après tout mon parcours, je pense que la décroissance, ça paraît être la seule réponse raisonnable à la problématique environnementale ou à la problématique de l'usage du monde, de la transformation du monde au niveau énergétique, au niveau des ressources, etc. et au niveau de la biodiversité qui est probablement la plus grande urgence avant le réchauffement climatique. Et alors comment est-ce que je vais tourner ça ? Ce que j'ai l'impression, c'est que là, vous avez parlé beaucoup de ok, est-ce que c'est au niveau politique, est-ce que c'est au niveau individuel, etc. Moi, je suis assez arrivé à la conclusion que en allant chercher dans les tréfonds des réponses que peuvent apporter, qu'est-ce qu'on doit faire finalement pour arriver dans les limites planétaires et puis arriver à un système qui soit pérenne sur plusieurs centaines, milliers d'années, en fait, on doit renoncer à peu près tout ce qu'on connaît. Comme vous avez dit, le stylo, il est fait en pétrole avec une mine en acier qui est plus disponible ici, etc., etc. Et ce que je me dis, c'est qu'il y a quand même un travail d'éducation qui peut être fait. Et puis, comme vous avez dit, vous avez parlé finalement du machin chose fractal qui... Bon résumé. Non, le machin chose fractal, c'est en fait la diversité des tactiques que je vois derrière. Et toutes les tactiques sont bonnes à prendre, qu'on travaille au niveau politique, etc., au niveau individuel. La mesure individuelle, si elle est faite à l'échelle globale, elle peut avoir une action militante très forte et puis peser un poids très fort sur les freins qu'on peut amener au système économique qui nous met dans le mur. Et ça réveille vraiment une question fondamentale, c'est à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer pour le bien commun. Et je pense que cette question, il faut qu'on la diffuse. Et cette question, elle va au-delà elle est vraiment interne à chaque personne. Bien sûr, on est manipulé. Bien sûr que l'opinion publique peut être manipulée par un État, par des intérêts, etc., etc. Mais au fond, à quoi est-ce que chacun est prêt à renoncer ? Et je pense que ça, c'est un petit peu mon combat, c'est de dire, voilà, on doit être prêt à renoncer presque à tout. Je pense que la vie, la civilisation thermo-industrielle, comme le dit Pablo Servigne, est en train de toucher à sa fin. On voit avec la limitation avec les ressources limitées en pétrole, en énergie abondante, etc. En gros, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut préserver notre bien-être maintenant, notre qualité de vie, sachant que notre qualité de vie, elle est d'une certaine manière, elle est conditionnée par les énergies disponibles, par les ressources disponibles, mais aussi par les inégalités entre les pays pauvres et les pays riches. Et ça, si je me suis fait la réflexion, je me dis très bien, on va faire de la décroissance, je vais arrêter de consommer, tout le monde va faire pareil, puis au final, il n'y aura plus d'avions parce que ce sera plus économiquement viable, et puis on va casser le PIB de l'économie, et qu'est-ce qui va se passer ? La Suisse va collaber. Je me suis dit, la Suisse collabe, qu'est-ce qui se passe ? On devient le pays le plus pauvre du monde, on ne peut plus s'approvisionner en pétrole, ça veut dire qu'on ne peut plus faire marcher nos tracteurs, vu que je pense que les 99% de l'agriculture suisse fonctionne avec des tracteurs à pétrole. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut plus manger. On ne peut plus manger, donc on ne peut pas survivre. Pardon, excuse-moi. Je fais vite, d'accord. J'avais besoin de faire cette réflexion. Et donc, je me dis, pour chaque personne, en fait, on doit être prêt, d'une certaine manière, à abandonner même notre survie à court terme pour un projet global qui aide la survie de l'espèce, en fait. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, merci beaucoup. Merci, c'est une super intervention. Je pense que tu as parlé de plein de choses que j'avais un peu oubliées. Donc, merci beaucoup d'abord. Je trouve que c'est super intéressant ce que tu as dit. Ouais, un médecin rock'n'roll, c'est pas souvent bravo. Dommage que tu ne sois pas à Grenoble. Plein de petits trucs rapides. D'abord, j'en profite juste pour faire un petit point sur 2-3 trucs que j'avais pas dit et que tu as mentionné. Effectivement, je trouve ça super important que tu aies rappelé que la crise n'est pas seulement climatique. En particulier chez les jeunes, il y a vraiment cette expression en ce moment, Young for the Climate, etc. Et c'est vraiment essentiel, effectivement, d'avoir en tête que quand bien même nous n'aurions pas 1 seul degré de réchauffement climatique, nous serions quand même dans la 6e extinction massive et que donc l'aspect réchauffement est très important, mais que c'est juste un petit aspect parmi plein d'autres dans la périclitation de la vie qui est en cours. Merci de bien vouloir ramener vos plateaux. Merci d'avance. Voilà, c'est dit. Hop, allons-y. Tu n'oublieras pas de ramener ton plateau, Aurélien.
Après, le deuxième truc super important que tu as mentionné, je trouve, c'est l'aspect pérennité. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, on est effectivement dans un système instable. Et donc, c'est normal qu'on se pose la question de la pérennité parce qu'on aimerait bien vivre et que nos enfants vivent. Mais il y a un point très important, je crois, c'est qu'il ne faut pas croire non plus que parce que c'est pérenne, c'est souhaitable. Comme tu l'as mentionné, et ça, c'est aussi hyper important, donc dernière fois que je te dis merci, il est clair qu'indépendamment de la crise écologique, il y a la crise néocoloniale. C'est-à-dire qu'en effet, nous sommes si riches parce que nous pillons les pays pauvres. Ça, c'est complètement vrai, c'est complètement dramatique. Et il faut faire attention parce qu'on pourrait être dans un état complètement stable, c'est-à-dire qui pourrait durer éternellement, mais dans laquelle on continuerait d'avoir l'essentiel de l'humanité qui est appauvri pour qu'une petite partie de l'humanité vive dans un niveau de luxe très élevé. Et je vous rappelle qu'en ce moment, nous tuons 1000 milliards d'animaux par an. C'est pas pérenne parce que c'est un peu trop, mais on en tuerait 500 millions par an, ça pourrait être pérenne. Et ça serait pourtant dramatique. Enfin, il me semble qu'en termes d'éthique, c'est quand même juste insupportable. Vous savez qu'aujourd'hui, 95% de la biomasse des mammifères, c'est de la viande d'abattage. Hein. Donc les animaux libres sur Terre, ça n'existe plus. On a transformé la Terre en enfer pour les animaux. Ça pourrait être pérenne si on divise par 2 le nombre d'animaux. Donc la pérennité, c'est pas la seule question, en fait, du point de vue éthique. Puisque tu es médecin, j'en profite pour rappeler que aujourd'hui, l'estimation du nombre de morts par la pollution en Europe par an, c'est 800 000. Quand j'ai lu ce chiffre, je me suis dit que je devais mal comprendre. C'était dans une revue de médecine, de European Heart Journal. Donc j'ai demandé à une amie qui est médecin de vérifier que j'avais bien compris la publication. Et c'est bien ce qui est écrit. Alors, je crois que compter en nombre de morts, c'est pas une très bonne estimation. En fait, il faudrait mieux compter en diminution d'espérance de vie. Mais enfin, toujours est-il que c'est une hécatombe, c'est une catastrophe. Alors, j'en viens effectivement à ce que tu évoquais. Et je crois que c'est la bonne façon de poser la question. À quoi est-on prêt à renoncer ? Parce qu'effectivement, il faut arrêter de faire comme si on pouvait conserver le niveau de vie actuel tout en choisissant plus d'égalité, moins d'impact environnemental. C'est pas possible, voilà. C'est juste pas possible, c'est comme ça, donc il faut le dire. Mais j'irai peut-être pas aussi loin que toi quand même. Je crois pas qu'il faut renoncer à nos propres vies et même à notre capacité de survie, parce que on mentionnait tout à l'heure Jean Covici. Aujourd'hui, la quantité d'énergie dont disposent les Occidentaux, alors je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'est un peu comme si chacun d'entre nous avait 300 esclaves qui travaillaient jour et nuit pour lui en termes d'énergie que nous consommons. Si on divise ce chiffre par 3, il reste encore 100 esclaves. Ça reste monumental, ça reste considérable. On peut encore se chauffer l'hiver, on peut encore manger à notre faim, même quand on n'est pas agriculteur, on peut encore venir de temps en temps à Grenoble quand on habite Genève, etc. Donc je crois qu'il y a une marge quand même de progression qui est tellement gigantesque qu'il faut l'avoir en tête. Et le dernier truc que je voudrais dire, c'est que quand tu dis ce à quoi on est prêt à renoncer, tu as raison. Il faut le mettre sur la table, il ne faut pas le cacher, et c'est énorme. Mais il ne faut pas oublier qu'en contrepoint de son renoncement, il y a aussi un gain potentiellement extraordinaire. Baptiste Morisot faisait remarquer il y a quelque temps que l'immense majorité des citadins ne sont pas capables d'identifier les 3 chants d'oiseaux qu'ils entendent toute la journée. En fait, on a fait passer les chants d'oiseaux dans le bruit de fond. C'est extraordinaire. En ville, c'est le seul bruit d'origine animale qu'on entend, avec les aboiements peut-être, qu'on entend de façon récurrente. Et 99% d'entre nous ne savent pas ce que sont les 3 chants d'oiseaux qu'on entend toute l'année. D'ailleurs, on en entend là des chants d'oiseaux. Qui les reconnaît ? Bon. Oui, personne ne les reconnaît. C'est bien ce que je disais. Bon. Et donc, ça, on pourrait quand même le gagner. Et en fait, je vous assure, c'est complètement un enchantement, en fait, quand on commence à se réapproprier ce savoir perdu, ces connivences perdues, ces beautés perdues, ces entraides perdues. Et je crois que ce qui est identifié au départ comme un effort devient très vite une jouissance. Et que donc, on gagne aussi, quoi, en même temps qu'on perd. Je crois que... bon. Pour revenir aux propos de notre médecin rock'n'roll, comme tu l'as si bien dit, je rebondis sur quelque chose que tu as dit dans le passé. Tu as dit notamment qu'une législation plus contraignante et donc plus restrictive en matière de comportement contraire à la vie tendrait in fine vers une liberté accrue.
C'est-à-dire que voilà, plus on va restreindre nos libertés, plus à l'inverse, on va étendre nos libertés. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ou contradictoire ? Je pense que c'est vrai. Quand cette conférence va s'achever, moi je vais retourner chez moi sans avoir la peur au ventre, parce que je sais que les gens qui me détestent et qui auraient envie de m'égorger n'ont pas le droit de le faire. Donc c'est bien parce que leur liberté de m'agresser est réduite que, in fine, nous pouvons quand même jouir d'une... Alors, de temps en temps, il y a quand même des agressions et des viols et des meurtres, mais enfin, il y en a trop, mais il y en a moins, beaucoup moins que si c'était autorité. Donc c'est bien parce qu'il y a des lois qui interdisent les comportements les plus brutaux que nous avons la liberté de nous mouvoir dans une relative insouciance. Et je crois que ce vers quoi nous nous précipitons en ce moment, quand il y aura par exemple entre 300 et 700 millions de réfugiés climatiques, on parle de 2050 là, c'est-à-dire demain, 2050, si tout se passe bien, on sera tous encore en vie ce soir. Enfin, pas ce soir, mais tous ceux qui sont là ce soir seront encore en vie en 2050, c'est dans 20 ans. Non, 30 ans. Ouais, pour un physicien, je suis pas très bon là. C'est pas grave, on n'est pas après. Mais bon, ça dépend du référentiel. Hein. Le temps est relatif, donc si je me déplace suffisamment vite, bon bref. Donc, sérieusement, on sera encore en vie, on va avoir des guerres. Enfin, je veux dire, et vous imaginez 500 millions de personnes qui se déplacent dans la joie et la bonne humeur? Non, ça veut dire la guerre. Et donc, aujourd'hui, une loi un tout petit peu liberticide par rapport à nos comportements les plus prédateurs quant à l'évolution climatique de la Terre serait évidemment, in fine, une loi qui jouerait dans le sens de la liberté si elle permet d'éviter des guerres. C'est une évidence. Donc oui, j'assume ce que j'ai dit. Mais ça, c'est vrai que la frange la plus réactionnaire de la population ne supporte pas cette idée. On est un Khmer vert, on est un dictateur en puissance, on est un Staline écologiste, si on envisage une petite loi de coercition, alors que ces mêmes personnes sont bien contentes d'être protégées par des lois pour qu'on n'aille pas voler dans leur villa. Hein. Parce que si on leur disait, il n'y a plus de loi, chacun fait ce qu'il veut, ils en seraient les premiers outrés. Donc ils sont bien contents que leur propriété soit protégée par la loi. Mais ils ne veulent pas que notre futur soit protégé par la loi. Ça me semble paradoxal. Complètement. On a une question du public de ce côté-là. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais trois questions, interrogations. La première question, quelle est pour toi, pour vous, la bonne échelle de gouvernance? Parce que c'est vrai qu'on voit au niveau municipal, les compétences sont restreintes, il y a une volonté, mais on arrive déjà à avoir du mal à faire l'Europe. Alors les États, comme tu disais, organisés au niveau du monde, c'est difficile. Quelle est, si on peut dire à court terme, la bonne échelle de gouvernance? Le deuxième point, c'est l'option décroissance. Moi, je dis pourquoi pas. Mais du coup, comment finance-t-on la solidarité intergénérationnelle, la solidarité sociale, les retraites, etc. S'il n'y a plus de création, alors j'aime pas trop le terme de richesse, mais plutôt de plus-value sociale ajoutée, comment est-ce qu'on répartit et partage? Et le troisième point, avant l'enjeu climatique, n'y a-t-il pas à régler l'enjeu de la surpopulation, notamment de l'Afrique? Voilà. Ah, intéressant. Je note parce que... Après, je vais oublier. Alors, la première question, c'est la plus simple. La réponse, c'est je ne sais pas. Sur quelle est la bonne échelle? Non, mais je plaidais tout à l'heure, je prêchais tout à l'heure pour un peu d'humilité. Je pense que tout le monde ne doit pas se prononcer sur tout. Moi, je ne suis pas compétent en sciences politiques. Je constate que ça ne marche pas, mais je pense que c'est plus modeste et plus honnête de te répondre. Je n'en sais rien. Voilà. Je crois que c'est certainement une échelle plus petite. Mais il faut faire attention, parce qu'une échelle plus petite, ça a aussi des effets pervers. Parce qu'on n'a quand même pas envie de fermer les frontières. Ça, pour le coup, ça serait un peu dictatorial. Mais si on ne ferme pas les frontières et que tout le monde ne joue pas le jeu, on voit très bien ce qui va se passer. C'est une évidence. Donc, c'est compliqué. Mais enfin, il y a quand même des gens qui sont nos dirigeants dont c'est le métier de résoudre ces problèmes compliqués. Donc, plutôt, effectivement, que de faire des opérations de com, ils devraient plutôt s'atteler à ces problèmes compliqués. Alors, le deuxième point de ce que vous disiez, c'est tout à fait vrai que si on entre en régime de décroissance, et j'insiste, on va y entrer de toute façon. Le problème, c'est que si on attend que les stocks de pétrole ne soient plus disponibles pour ça, non seulement on va être contraint, et donc ça se fera de manière sociologiquement terrible, et ensuite ça sera trop tard du point de vue climatique. Donc ça va avoir lieu de toute façon. Ça va forcément être un peu difficile, mais je crois que quand même l'essentiel de la réponse, c'est un peu dans ce que vous disiez, c'est précisément quand même dans ce mot partage. On a atteint aujourd'hui
un niveau d'inégalité. Bon, alors le comptage de Oxfam est un peu sujet à caution, mais enfin, on sait qu'à peu près les gens qui se comptent sur les doigts des deux mains ont autant de richesses que la moitié de l'humanité. Ça, c'est quand même un peu problématique. Donc je crois que même dans une enveloppe globale qui diminue, un peu plus de partage rendrait les choses non seulement acceptables, mais même bienfaisantes pour la plupart d'entre nous. Vous parliez des retraites. Moi, je suis très étonné par les retraites. Les gens qui ont bien gagné leur vie continuent finalement de bien gagner leur retraite. Donc ils ne font plus rien, puisque par définition, ils sont à la retraite. Ils ont mis beaucoup d'argent de côté, puisque par définition, ils ont bien travaillé pendant l'essentiel de leur vie. Mais l'État continue de leur donner, alors même qu'ils ont déjà généralement une belle maison et de belles réserves, quelque chose qui est à l'image de leur vie active. C'est assez étrange quand on y pense. Moi, je trouve... ça m'avantagerait pas forcément, parce que je fais partie plutôt des gens aisés finalement à l'échelle globale, mais que les femmes de ménage dans mon labo qui ont fait un travail de merde, pas de merde au sens de l'intérêt, parce que c'est fondamental le travail qu'elles font, mais de merde au sens où c'est quand même pas très agréable à faire, payer 3 fois rien, je trouve que finalement à la retraite elles gagnent la même chose qu'un professeur d'université comme moi qui s'est quand même plutôt fait plaisir pendant sa vie. Finalement ça serait assez normal. Et moi j'y perdrais, ça c'est vrai, mais en même temps j'aurais mis suffisamment de côté, je suis déjà propriétaire de mon logement à moins de 50 ans, je suis sûr qu'elles ne le sont pas. Et donc, je pense quand même qu'un peu de rééquilibrage résoudrait une grande partie du problème. Voilà. Mais, vous avez raison, ça sera dur. Ça sera forcément dur. Et le dernier point, alors ça c'est intéressant, c'est la surpopulation. Alors, ça serait forcément un peu plus facile si on était un peu moins nombreux. Ça, je pense que c'est vrai. Mais je ne crois pas que ce soit le problème majeur. Je ne le crois vraiment pas. Alors, d'abord, vous parlez de la surpopulation en Afrique. Et la population, on est d'accord, il faut la compter par unité de surface, c'est-à-dire par habitant au mètre carré, parce que l'Afrique, c'est un continent que nous, on a dessiné comme tel, mais ça n'existe pas en tant que tel. En tant que tel, il y a la Terre, et il y a un nombre d'humains par mètre carré. À ce moment-là, c'est pas du tout l'Afrique qui est en surpopulation, c'est l'Europe. L'Europe est beaucoup plus peuplée que l'Afrique, en habitants par mètre carré. Donc c'est à nous de faire l'effort, c'est pas à eux. L'Afrique est très 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 loin en dessous de l'Europe en termes de densité de population. Ensuite, je pense qu'il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que le fait est, ça c'est pas idéologique, c'est factuel, que 90% en gros de l'empreinte climatique et de l'empreinte sur la biodiversité est due à 10% de la population mondiale. Donc ça, c'est déjà, je trouve, une preuve qu'en fait, c'est pas le nombre total qui compte, mais c'est les 10% les plus riches. Bon. Donc on peut diminuer les 90% les plus pauvres, mais c'est justement pas eux qui sont en train de nous mettre dans le mur. Donc c'est un peu paradoxal de demander à ceux qui ne sont pas à l'origine du problème de faire l'effort. Et le troisième point, c'est que je pense que c'est aussi lié à l'idée de pérennité. C'est vrai que plus on est nombreux, plus on risque d'aller vite en état d'instabilité. Mais en même temps, ça, c'est pas ce que vous dites, mais j'ai peur qu'il y ait un implicite qui est de dire, finalement, si on était moins nombreux, on pourrait quand même continuer à se gaver encore pendant très longtemps. Mais ça veut pas dire qu'on serait dans un système qui soit acceptable. Et c'est un peu quand même ce qui se passe avec le néocolonialisme actuel, où le fait est que si on arrive aujourd'hui à payer une voiture pas chère, parce que contrairement à notre impression, une voiture, c'est pas cher en réalité, c'est parce que toutes les matières extrêmement précieuses qui se trouvent dedans sont essentiellement pillées dans les pays qui nous les fournissent. Donc je pense que si on fait porter la responsabilité indûment à la démographie, c'est parce qu'on a en tête une pérennité du système et non pas une sorte de légitimité du système. Donc je pense que c'est une question intéressante, je ne dis pas le contraire, mais à mon sens, c'est pas la question prioritaire. D'autant plus que d'ailleurs, les prévisions démographiques sont une stabilisation à l'échelle de 2050. Donc de toute façon, ça aussi, ça va très vraisemblablement avoir lieu. Avant qu'on continue avec les questions du public, je rebondis sur une question Internet qui a eu lieu il y a un petit moment, qui a été posée il y a un petit moment. On parle souvent, on a vu la complexité de la solution. Certains parlent aujourd'hui de l'idée magique, le solutionnisme, qui serait que c'est les technologies qui seront là pour nous sauver. On a vu avec Elon Musk qui propose
de s'envoler dans l'espace pour aller coloniser d'autres espaces. D'autres parlent de voitures vertes, de solutions miracles à tous nos problèmes. Le même Elon Musk. Le même Elon Musk, entre autres, mais il n'est pas le seul. Donc voilà, que penser finalement de ce dogme de solutionnisme comme solution à notre problème actuel ? Je dois reconnaître que Elon Musk est vraisemblablement l'être le plus malfaisant que je parvienne à imaginer. J'ai du mal à voir quelqu'un dont la vie sur Terre aura été plus dramatique pour les autres vivants sur la même planète. D'abord avec l'aventure de la voiture électrique qui a été vendue comme écologique, alors que évidemment une Tesla de 2 tonnes pour faire se mouvoir un corps humain de 60 kilos, faut quand même être un peu benet pour croire que ça peut être effectivement bénéfique du point de vue écologique, d'autant que les 400 kilos de batterie qui sont dans la voiture sont essentiellement irrecyclables et dramatiques du point de vue de l'empreinte quant à la pollution. Ensuite, Elon Musk, c'est la conquête effectivement de l'espace avec cette grande nouveauté, parce que le lanceur là qu'on a vu récemment, SpaceX, qui a fait s'émouvoir beaucoup de médias mainstream, il faut quand même bien comprendre que du point de vue technologique, c'est une régression radicale par rapport à la navette américaine qui avait 50 ans. La seule chose qu'il y a de nouveau dans cette affaire, la seule chose qui est nouvelle, c'est qu'au lieu d'être une affaire d'État, c'est une entreprise privée. Ah, génial! Maintenant, c'est les entreprises privées qui vont dans l'espace. Magnifique. Ensuite, on a ce projet Starlink. Donc ça, vous savez, ce sont ces satellites-là dont le but essentiellement est qu'on puisse se connecter à Internet haut débit depuis le fin fond du Sahara, ce qui est évidemment absolument fondamental. Et cette constellation de satellites va finalement maculer quand même cette chose miraculeuse et, nous semblait-il, intouchable, qui était la beauté du ciel nocturne. Donc nous aurons maintenant droit à des traînées lorsqu'on regarde le ciel avec un télescope et qu'on fait une pause longue. Tout ça dans une idéologie de droite dure, puisque Musk c'était aussi outré qu'on puisse confiner les gens et donc essayer de sauver des vies, parce qu'il fallait quand même à tout prix qu'on fasse tourner ces entreprises, sinon c'était la dictature. Donc il fallait que l'exploitation puisse continuer même pendant la crise sanitaire. Et au-delà même de tous ces aspects factuels, regardons quand même un instant en termes symboliques, quoi. En termes symboliques, ces gigantesques fusées, là, comme une sorte presque de symbole phallique d'une société en déréliction, qui essaye encore de rouler un peu des mécaniques alors qu'elle est en train de faire preuve à sa propre périclitation. Je trouve que ça a quelque chose de fondamentalement pathétique, en réalité. C'est-à-dire que alors que nous devrions tourner tous les regards vers ce qu'il reste de beauté autour de nous, que nous devrions faire des véritables héros, non pas des astronautes, mais des Indiens d'Amazonie qui se battent pour la survie de leur microcosme, ou des précarisés qui se battent pour la survie de leur famille. Parvenir à avoir un exemple dans ce genre de super prédateur malfaisant, c'est même pas à lui que j'en veux en fait, c'est à ceux qui l'aiment. Je me dis, mais comment peut-on... Et parfois quand je dis ça, on me dit, vous êtes jaloux. Mais je préférerais mourir que d'être copain avec ce type-là. Enfin, je veux dire, c'est la puissance 1 million du propriétaire du yacht que j'évoquais tout à l'heure. C'est le type qui a non seulement tout raté, mais qui en plus a fait rater les autres. C'est la catastrophe ambulante, c'est l'archétype de ce à quoi il ne faut pas ressembler. Alors, au-delà de la personne, mais je suis désolé, là, je me suis fait un peu plaisir. Comme je me suis tué sur Michel Onfray, je me suis rattrapé sur Elon Musk. Voilà. Et donc, maintenant, si on en vient au solutionnisme technique, qui est le mantra de la droite débile, c'est complètement idiot. Alors, non pas parce qu'il faut rien faire, parce que localement, parfois, il y a quand même des choses intéressantes. Bon, faut pas tout jeter, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme dit cet affreux proverbe français. Ce que ça veut dire, c'est que oui, parfois il y a des solutions techniques intéressantes. Ne les nions pas, appelons-les de nos voeux, et je suis bien content quand elles arrivent. Mais il faut faire très attention, parce que le problème n'est pas technique. Et quand le problème n'est pas technique, la solution ne peut pas être technique. Ce que je veux dire par là, c'est que imaginez qu'on invente là maintenant un téléphone portable qui consomme 2 fois moins. Je dis, c'est bon pour l'écologie, on consomme 2 fois moins. En fait, par effet rebond, c'est instantanément pire pour l'écologie. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui consomment trop et que pour l'instant on fait de façon épisodique sur notre laptop le soir, on se mettra donc à le faire sur notre téléphone portable, et le petit gain d'efficacité qui a été permis par l'avancée technologique est immédiatement surcompensé par l'excès d'usage qu'on en fait. C'est exactement ce qui va se passer avec la 5G, la 5e génération de téléphonie mobile, dont les opérateurs
parfois mettent en avant le fait qu'elle consomme moins à usage constant que la 4G, et figurez-vous que c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et pourtant, vraisemblablement, et même sans le moindre doute, in fine, elle engendrera une augmentation de la consommation d'un facteur au moins 3 ou 4, parce qu'on ne vit pas à usage constant. On ne vit pas à usage constant, et soyez certains que Elon Musk et ses semblables vont inventer des bouées connectées. Là, je vois quelqu'un qui a une bouée dans le lac Léman, mais bientôt, grâce à Musk, les bouées seront connectées, soyez-en convaincus. Pourquoi ? Parce que ça sera rendu possible par la 5G. Ça, c'est pas du tout être un prophète de malheur, ou être un gourou apocalyptique, comme on le dit parfois de Greta Thunberg. C'est juste la vérité rationnelle, factuelle, qui est bien connue. Et qui fait que si on ne travaille pas sur nos objectifs, le solutionnisme technique se traduit presque toujours, et je crois même en fait toujours, par une augmentation des effets négatifs. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'inventer des choses. Moi je suis physicien de profession, je trouve ça plutôt chouette quand les gens ont des idées. Mais il ne faut surtout pas croire que la solution se trouve là. Ça, c'est juste factuellement faux. Peut-être un dernier exemple. Imaginez qu'on invente un avion qui ne consomme pas. Alors ça, c'est pas du solutionnisme technique, c'est de la science-fiction, parce qu'évidemment, ça n'existe pas. L'énergie est conservée, c'est une des lois fondamentales de la physique. Mais imaginons qu'on viole les lois de la physique et qu'on fasse un avion qui ne consomme pas. On se dit, ça au moins, c'est quand même bien pour l'écologie. Non. C'est pas bien du tout pour l'écologie, parce que le plus grand problème du tourisme, c'est pas le CO2 émis par les avions, c'est le tourisme en tant que tel. C'est le fait que par notre simple présence, on vient mutiler les quelques espaces vierges qui subsistent et on les rend, par le simple fait que nous y allions pendant les vacances, essentiellement invivables aux rares animaux sauvages avec lesquels on partage encore cette planète. Donc la technologie, en fait, elle est là, elle fait partie de notre monde. Moi, j'ai un téléphone portable, comme vous l'avez vu, on l'utilise, on fait avec, mais il faut quand même être conscient que c'est une partie du problème et pas la solution. Voilà, on replonge sur le public. Bonsoir. Alors merci déjà tout d'abord d'être venu à Genève. Ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un comme vous qui vienne. Moi je voudrais rebondir sur quelque chose en fait que je pense fondamental et qu'on a peut-être à peine effleuré, c'est finalement l'éducation. Si on se projette à long terme, monsieur en parlait tout à l'heure brièvement. Mais pour moi qui travaille dans une ONG québécoise justement qui fait à la fois et de l'éducation et de l'environnement, je me rends compte que là où on a le plus de résultats, c'est notamment quand on travaille avec des jeunes et notamment dans l'environnement ou directement par exemple dans des fermes qui font de la permaculture ou d'autres initiatives de ce genre. Et il faut se rendre compte aussi qu'on est très conditionné notamment par ce qui nous fait. C'est-à-dire les gens qui nous éduquent, les gens, nos parents, enfin tous ceux qui ont une influence sur nous très tôt. Et je pense qu'on peut le voir avec la jeune génération, on a de plus en plus de jeunes sensibles notamment à l'environnement, parce que c'est aussi quelque chose qu'on commence seulement à voir dans les programmes d'éducation de l'école de manière générale. Et c'était peut-être pas le cas pour nos parents. Enfin, je pense pas que mes parents aient fait des cours d'écologie à partir du CM2 et ceci jusqu'à l'université. Je pense que c'était très rare à l'époque. Et autre chose, je pense que les initiatives qui peuvent se faire en même temps, donc c'est-à-dire par les parents ou les personnes un peu plus âgées, peuvent aider en attendant que ces jeunes-là grandissent et arrivent à maturité pour faire eux-mêmes changer les choses et pérenniser en fait le combat que l'on fait actuellement, peut être quelque chose de bénéfique et de complémentaire à cette éducation environnementale. Comme tu as dit, en fait, c'est un travail sur plusieurs échelles et plusieurs échelles de temps notamment. Donc je pense pour moi, et je voudrais connaître ton avis notamment sur cet aspect d'éducation et sur ce qu'il faudrait faire. Est-ce que ce serait des initiatives environnementales et notamment par exemple j'aide en ce moment en tant qu'architecte paysagiste des gens de Cartigny à faire un jardin de permaculture, mais également d'inclure du coup les jeunes et les enfants des écoles dans ce système, dans ce type d'éducation là, en développant notamment les cours, que ce soit en plein air. Je sais qu'il existe aussi Montessori, ouais, désolé. Il existe de nombreuses méthodes. Je voudrais savoir en fait ton opinion sur cela. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. L'éducation, c'est important, mais en fait, c'est tellement important que c'est très difficile. Changer un programme scolaire, ça suscite des résistances incroyables.
Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire attention, c'est pas du tout ce que tu as dit, mais il faut faire attention au fantasme ou à l'espoir que les jeunes vont résoudre le problème. National Geographic a publié assez récemment un sondage qui montre que la frange de la population, alors je ne sais plus dans quel pays, mais c'est un des pays européens, où le climato-scepticisme était le plus élevé, c'est les 18-24 ans. Donc, faut surtout pas avoir l'impression que c'est un problème de vieux cons. Il y a aussi beaucoup de jeunes cons, en fait. Voilà, c'est comme ça. Il y en a partout. Non, mais je dis cons en rigolant, parce qu'en fait, c'est pas forcément leur faute. Mais il y a aussi énormément de complotisme, de conspirationnisme, et puis tout simplement de désir, parce que c'est quand même chouette, tous ces gadgets avec lesquels on fait nos vies. Et donc, je suis pas persuadé, pour être honnête, moi, que l'avenir vienne des jeunes. Je me permets de redonner l'exemple, parce que je me sens proche de ça, de ce qui se passe en Algérie, parce qu'il y a une révolution qui est en cours en ce moment, avec un truc super intéressant. Essentiellement, c'est des jeunes qui sont dans la rue. Et ils ne demandent pas moins de technologie, moins de confort, moins de PIB, moins d'ordinateurs et moins de voitures. Et comment leur en vouloir ? Je le dis pas du tout en un sens paternaliste, en fait, pas du tout, au contraire même, moi je les trouve exemplaires. Je pense que l'Occident a à apprendre d'eux. Je pense qu'aujourd'hui il faut retourner le rapport d'exemplarité entre les pays occidentaux et les autres. Mais une fois qu'on a dit ça, les aspirations sont ce qu'elles sont, et on ne peut pas juste les mettre sous le tapis. Alors après, pour ce qui est de l'enseignement ici, en termes pragmatiques, ce qui est très compliqué, c'est que la limite entre la factualité et l'idéologie est toujours poreuse. Et en fait, moi, je crois même qu'elle n'existe pas, cette limite. Et que dès qu'on parle de choses un peu subtiles, oui, la Terre est ronde, ça c'est factuel, là tout va bien. Mais dès qu'on parle de choses subtiles, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la nature du problème. Il y a tout à l'heure, là, quand je marchais, peut-être qu'il est revenu, il y a un monsieur qui m'a demandé, est-ce qu'il est trop tard ? Et je lui ai répondu, mais trop tard, pourquoi ? Et tout est là. Trop tard, pourquoi ? Et en fait, je crois que pour lui, enfin, j'ai pas bien entendu sa réponse, mais je crois avoir compris que la réponse était trop tard pour que mes enfants et mes petits-enfants continuent à vivre. Ah, ça, c'est une question bien posée. Mais pour moi, par exemple, j'ai aussi des enfants, donc j'aimerais bien qu'ils vivent, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour moi, c'est pas ça la vraie question. Je pense que si l'humanité survit sans trop de dommages, ce qui est peu probable d'ailleurs, mais si l'humanité survit sans trop de dommages et qu'on continue avec des centaines de milliers, de milliards d'animaux qui meurent chaque année, ça reste très problématique. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas du tout un problème, ça. La seule question est, l'espérance de vie des humains diminue-t-elle, oui ou non ? Si elle ne diminue pas, on peut flinguer tout le reste de la biosphère, on n'en a rien à foutre. Et donc, à partir du moment où nous ne sommes juste pas d'accord sur nos valeurs, et ça, c'est pas factuel, t'es d'accord, c'est pas scientifique. La personne qui te dit, moi je m'en fous complètement que la forêt amazonienne disparaisse et que 1 million d'espèces disparaissent, qu'est-ce que tu veux lui dire ? J'écoutais tout à l'heure dans ma voiture la radio en venant vous voir. J'ai pas de voiture, c'est une voiture en éco-partage. J'écoutais donc la radio et j'entendais qu'il y avait eu un incendie en France. Et donc on disait qu'il n'y avait pas de victimes, bon, super, et on parlait des dégâts matériels. Donc la seule question c'était, il n'y a pas de victimes et il y a des dégâts matériels. Le fait qu'il y ait, j'en sais rien, des millions, des milliers, des milliards, je ne sais même pas, d'animaux qui sont morts, brûlés vifs dans les flammes, n'est pas une information. Ça ne fait pas partie du réel. Il n'y a pas de morts humains et il y a des dégâts matériels. Le reste n'existe. Éventuellement un peu de CO2 émis, ça nous embête parce que ça va avoir un effet sur nous. Mais l'altérité réelle, c'est-à-dire les vivants non humains, n'existe pas dans nos imaginaires. Et donc si on commence à parler éducation, c'est compliqué parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qui est important. Et donc... et ça peut être pire que tout en fait, parce que si on prend le problème par un certain prisme très réduit, par exemple uniquement le problème émission de gaz à effet de serre, on peut arriver à une solution qui est scientifiquement correcte, mais qui en fait sera encore plus dévastatrice pour la biosphère que si on ne fait rien. J'ai des exemples en tête de ce type-là. Donc, je suis d'accord avec toi que l'éducation est certainement le nerf de la guerre, mais c'est tellement le nerf de la guerre que c'est extrêmement difficile d'y toucher. Et c'est une question qui est subtile, là, pour le coup. Parce que moi, je suis assez favorable à ce qu'on propose aux enfants et aux jeunes des visions alternatives, mais tant que les alternatives me conviennent. Si les visions alternatives, c'est par exemple le créationnisme et de leur expliquer qu'il n'y a pas eu d'évolution entre les espèces,
j'avoue que ça m'embête un peu. Et on est tous comme ça, en fait. On est tous d'accord avec les alternatives, enfin, tant que les alternatives ne nous choquent pas trop. Si les alternatives commencent à trop choquer nos propres croyances ou nos propres dogmes, on commence à ne plus être d'accord avec les alternatives. Et le problème, c'est que si tu veux commencer à enseigner aux gamins que la décroissance, c'est bien, alors là, je t'assure que ça ne va pas se faire dans la joie et la bonne humeur. Hein. C'est compliqué. On va passer à une dernière question du public. On s'était fixé comme durée limite 1h30. Je sais que c'est un peu frustrant. J'ai encore une liste de questions longue comme le bras. Mais toute bonne chose a une fin. Bonsoir, merci. Je vous remercie pour ces temps. Je m'appelle Nia, je suis technicien informaticien. Ma question, c'est de comprendre d'abord ce que vous dites. Qu'est-ce que vous définissez par pauvreté et riche? Et c'est ma seule question. Merci. Ah, mais c'est parfait. Mais du coup, moi, je ne vais même pas répondre. Je vais dire que la question que tu poses, pour moi, c'est tout l'intérêt de ce qu'on est en train de faire en ce moment, en fait. C'est que justement, si on considère que la définition de la pauvreté et de la richesse, c'est celle qui est aujourd'hui utilisée pour évaluer, par exemple, le produit intérieur brut ou la croissance ou ce genre de choses, alors on est foutu. Et je suppose que si tu poses la question, c'est parce que précisément, tu considères que cette définition usuelle des mauvais économistes est vraisemblablement une définition insatisfaisante. Moi, je ne sais pas quelle est la bonne. Mais rien que le fait que tu poses la question, c'est gagné. Ça veut dire que tu remets en cause la définition non dite usuelle implicite qui fait que si on la garde, on est foutu. Alors évidemment, moi j'ai envie de te répondre que, je ne sais pas moi, quiconque ici connaît par cœur un texte de Pasolini ou de Rimbaud est pour moi plus riche que le propriétaire du yacht qui est en face. On y revient. Pauvre homme. C'est peut-être une dame, hein, d'ailleurs. Pauvre femme. Voilà, mais bon... Enfin, voilà, quoi. Ma seule réponse est, je suis d'accord avec toi, la question se pose. Voilà. Pour boucler la boucle de cette discussion, au tout début, tu nous avais dit, tu nous avais parlé de ton intérêt ou ta carrière météoritique en parlant de ce que tu fais, en l'occurrence pour l'écologie. J'ai cru comprendre que qu'il y avait un début, qu'il y a une fin assez soudaine, assez prochaine dans ton engagement. Je suis encore là ce soir, mais je pense que médiatiquement, je refuse 99% de ce qu'on me propose, parce que je pense que c'est vraiment important que la cause ne s'incarne pas, que ce soit pas comme ça quelques visages, mais que, au contraire, cette parole, cette croyance et parfois même cette connaissance se dissémine. J'ai pas tellement envie de parler de moi, c'est pas super intéressant, mais prenons un exemple plus fort, c'est celui de Greta Thunberg. Je trouve qu'au début, ce qu'elle a fait, c'était génial. Ça a été vraiment, alors là, pour le coup, un météore, quoi. Une jeune fille qui disait des trucs extrêmement pertinent, elle était extrêmement cultivée du problème qu'elle abordait. Elle n'avait pas peur d'en mettre plein la gueule aux vieux cons qui n'avaient rien compris, qui d'un seul coup paniquaient dans leur orgueil viril parce qu'ils voyaient quelqu'un qui était beaucoup plus jeune et en plus une fille et qui maîtrisaient la question comme vraisemblablement ils n'y parviendront jamais. Moi, j'ai adoré Greta Thunberg version 1. Je trouve que maintenant, ça s'use un peu. Voilà. On a compris qu'est-ce qu'elle cherche, à en faire carrière, etc. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire, et avec un brio incroyable. Elle a mis le problème sur la table pour des millions, peut-être des milliards de gens qui n'en avaient même pas connaissance. Bravo à elle. Maintenant, il faut entendre d'autres gens qui ont d'autres choses à dire, qui viennent d'autres milieux, qui viennent d'autres pays, qui viennent d'autres cultures, qui viennent d'autres religions, qui viennent d'autres connaissances, etc. Et je crois beaucoup à ça. Donc, moi, je sais pas, j'ai dit 2-3 trucs, pour une raison que j'ignore, ça a eu un peu d'écho, tant mieux, mais j'aimerais bien que maintenant, on entende parler d'autres gens. On mentionnait tout à l'heure Jean Covici, lui, il n'a pas que des amis chez les écolos, mais c'est un ingénieur polytechnicien qui a une vision très technique de la question, que climatique, hélas, à ce stade, mais je vais le convaincre de s'intéresser aussi aux autres problèmes connexes. Il énerve aussi beaucoup de gens parce qu'il n'a pas une vision négative sur le nucléaire. Peu importe, c'est une autre parole qui est intéressante. On achète ou on n'achète pas, mais qu'on l'écoute, qu'on le lise, c'est une parole intéressante qui commence à être médiatisée, ça me fait plaisir. Dans une toute autre mouvance, il y a des gens comme Valérie Cabanès qui travaillent sur une redéfinition des priorités
Également, du point de vue légal, je pense que c'est absolument fondamental. Je parlais tout à l'heure de Baptiste Morisot, le rapport qu'il essaye d'instaurer avec les non-humains, en réenchantant en quelque sorte un rapport à la trace, comme ça. Moi, je trouve que moi, ça m'a fait un effet presque physique de beauté. Et ces gens ne sont pas encore super médiatisés. Il y en a mille autres. Hein. Comment s'appelle-t-il ? Il y a mon ami Gansil là, qui va sortir un livre qui s'appelle Carnage, sur le rapport aux animaux, qui avait écrit un très bon livre où il invitait à ce qu'on arrête de se mentir, etc. Enfin bon, je ne vais pas citer tous les noms, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore connus. Et le but, c'est pas d'être connu, hein. Le but, c'est juste que la parole soit entendue. J'aimerais bien qu'on les entende, et puis une fois qu'ils auront fait leur temps, on entendra d'autres. Enfin, on n'est pas là pour faire carrière, quoi. Aucun d'entre nous n'a envie de s'enrichir ou de faire un métier de son engagement. Enfin, en tout cas, pas un métier médiatique. Certains vont dans des ONG, c'est très louable. Mais je veux dire, on ne va pas faire un métier de tourner sur les plateaux TV, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça me ferait horreur. Donc, c'est bien que ça tourne. Voilà. Merci. Dernière question, j'ai dit que c'était la dernière. Celle-ci, c'est la dernière. On a pris l'habitude ces dernières semaines, ces derniers mois, de demander à notre invité, finalement, pour toi, les bains Népaki, c'est quoi? Même si tu découvres aujourd'hui les bains Népaki, mais... Bah, écoute... Puisque tu es philosophe, je vais emprunter le mot de Michel Foucault qui parlait d'hétérotopie. Les hétérotopies, disait Foucault, ce sont des lieux radicalement autres. Vous voyez, topos, en grec, c'est le lieu. Utopie, c'est le non-lieu. Hétérotopie, c'est l'autre lieu. Foucault disait les civilisations sans navire sont comme les parents dont les enfants n'auraient pas un grand lit interdit sur lequel on puisse secrètement jouer. Leurs rêves alors se tarissent, l'espionnage y remplace l'aventure et la hideur des polices, la beauté ensoleillée des corsaires. Et je crois que ce lieu-là, ce tiers-lieu donc, ou ce non-lieu, est exactement une hétérotopie. À quelques centaines de mètres, on a les grandes banques suisses, les joailliers, les horlogers. Et puis là, je ne savais même pas que ça existait. Il y a cette espèce de microcosme rayonnant. Donc voilà, pour moi, c'est ça, c'est ce lieu radicalement autre qui pourtant est quand même inscrit dans une topologie. Voilà. Aurélien Barraud, un grand merci. Merci. Non. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation, vos questions. Désolé pour tous les frustrés de ne pas avoir pu poser vos questions. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver l'intégralité de ces discussions et des interventions sur Facebook, sur la page des bains. On est encore en live là? On est encore Parce que quelqu'un me demande que je revienne vite, donc voilà, je reviens vite. Voilà. Vous retrouverez aussi sur YouTube, toujours sur la page des bains, la discussion. Les cafés philo continuent, petite pub pour les bains, donc dans les prochaines dates. Le 22, les deux prochains cafés philo seront axés plutôt au féminisme, avec le 22 août avec Yasmine Affer de l'Université de Genève, qui va proposer une approche historique et anthropologique du féminisme. Je regarde mon agenda, le 12 septembre, on reçoit Geneviève Fraisse de Paris, une grande philosophe féministe qui nous parlera de politique et de féminisme. Et puis on reviendra sur la question écologique le 17 octobre avec le philosophe suisse, vaudois en l'occurrence, Dominique Bourg, qui parlera avec nous d'éthique environnementale et répondra à la question où en sommes-nous avec l'éthique environnementale. Un grand merci du côté des bains. Je voulais quand même remercier Eric Vanoncini. Encore, je finis juste. Du côté des bains, demain, il y a la grande fête du 1er août au bain. Soyez là, il y a plein de choses fantastiques. Demain, on commence aussi les aubes avec des concerts tous les matins pendant 3 semaines à 6h, lever de soleil, musique magnifique. Soyez présents. Je crois que voilà, j'ai tout dit. Et remercier Eric Vanoncini qui a préparé ce débat et Sarah Ducré qui a eu les ovaires d'inviter Aurélien Barraud. Et Aurélien Barraud qui a accepté complètement spontanément. Et surtout, il nous a dit qu'il refusait le cachet, qu'il voulait qu'on le donne à une association, pourquoi pas la nôtre. Nous, on propose de trouver une association ensemble. Non, mais moi, j'ai une association en tête, mais puisque vous n'êtes pas une entreprise privée, gardez-le, c'est bon, mieux. On verra, on va discuter encore 5 minutes. Donnez-vous-le à vous-même. Mais nous, on voulait quand même te faire des cadeaux qui viennent des bains. Un d'entre eux, c'est notre cœur. Je sais pas si tu as vu, on a ça comme emblème. C'est une petite variante du drapeau suisse, mais on a remplacé la croix par un cœur.
En fait, c'est pour dire pas seulement que la vie est amour et un truc bisounours, ni qu'on est solidaire, mais par où doit passer le changement, c'est par l'intérieur. Donc voilà, c'est ça, c'est notre merci. message. Je le mets demain dans mon bureau. Il est pour toi. Et pour vous tous, merci. Et dernière chose, grand merci aussi à Flo qui est le magicien du son. Grand merci à Jeff, Jean-François Vercasson qui est le magicien de l'image. Vous pourrez retrouver tout ça sur Internet. Et grand merci à vous. Merci à tous.